Eh bien, bonsoir à tous et merci d'être présents pour ce CEPED page à page du 17 mai. Ce soir, donc, nous allons avoir la chance, le plaisir et l'honneur d'écouter. Alors, je vais présenter nos intervenants et je finirai sur le discutant, Monsieur Dozon. Fabienne Sanson, donc anthropologue, directrice de recherche à l'IRD, membre de l'Institut des mondes africains et membre associé de la chaire ICAO à l'UQAM au Canada. Également Delphine Manetta, qui est anthropologue, membre associé du CANTEL, le Centre d'anthropologie culturelle à l'Université Paris-Cité. Et alors, malheureusement, nous n'avons pas la présence de Daouda Gari Tunkara que nous avions convié, puisqu'il est sur le terrain en Afrique. Mais je le cite malgré tout, puisqu'il a contribué à la rédaction de cet ouvrage. Il est donc historien, chargé de recherche au CNRS et membre de l'IMAF. Fred Oliché-Biella, anthropologue, également musicologue, chargé de cours à l'Université Paris-Cité et chercheur associé au CEPED. Et ce soir, nous avons donc le plaisir et l'honneur de recevoir Jean-Pierre Dozon. Monsieur Dozon, donc anthropologue, directeur de recherche émérite à l'IRD, membre de l'Institut des mondes africains et anciennement également, qui a été également vice-président, directeur scientifique de la Fondation Maison des sciences de l'homme. L'ouvrage qui est discuté ce soir, du contrôle social en Afrique, réflexivité autour du genre et de l'origine locale du chercheur. Alors, moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'était que la réflexivité? Maintenant, j'en sais un petit peu plus, mais on va pouvoir en discuter tout à l'heure. Donc, la sociologie s'étant bâtie sur une question majeure depuis, on peut dire, le 19e siècle, qui est celle de l'individu sujet ou acteur de sa vie en société, a fait en sorte que cette interrogation a généré la question et de la notion du contrôle social. Particulièrement, cet ouvrage s'intéresse à un cas particulier du contrôle social, celui qui est vécu donc par l'anthropologue ou l'historien sur ces terrains d'enquête. Et la démarche présentée ici est originale, puisqu'elle aborde cette démarche réflexive sous l'angle de la contrainte vécue par le chercheur ou la chercheuse, jusque dans les faits les plus anodins du quotidien. Et ce soir, donc, les auteurs ou les autrices vont aborder ces rapports sociaux qui ont été tissés sur le terrain et liés à la question du contrôle social sous deux angles, celui du genre et l'angle de l'origine sociale du chercheur. Les deux approches sont pertinentes, bien sûr, voilà, pour appréhender les difficultés de terrain et les assignations qui sont imposées aux chercheurs. Elle permet donc d'identifier des dynamiques politiques contemporaines dans des sociétés du continent africain. Et cet ouvrage montre également que la capacité ou l'incapacité d'agir du chercheur, ses stratégies d'enquête ou ses blocages, ses audaces ou ses silences renseignent parfois autant que les données elles-mêmes sur les dynamiques politiques à l'œuvre dans un groupe social donné. Donc, la parole vous est donnée. Je crois qu'on commence par Fabienne, c'est ça? Fabienne, voilà. Oui, merci beaucoup. Fonctionne celui-là, celui-ci fonctionne. Merci beaucoup pour cette invitation à présenter notre ouvrage. Donc, je vais mettre mon chronomètre pour essayer de ne pas trop déborder. Donc, ce que nous allons faire, c'est que je vais d'abord faire une présentation générale de l'ouvrage et puis ensuite, l'un après l'autre, on va présenter notre chapitre, puisque c'est, comme vous allez le voir, un chapitre qui a été écrit à 4 personnes. Non, un ouvrage qui a été écrit à 4 personnes, donc il y a 4 chapitres. Donc cet ouvrage du contrôle social en Afrique, réflexivité autour du genre et de l'origine locale du chercheur, est publié dans la collection Germode des éditions Paris, qui est une maison d'édition d'origine congolaise et qui a comme membre du comité scientifique, en tout cas ce sont les membres du comité scientifique qui ont évalué notre ouvrage, Abel Kouvouama, Souleymane Bachir Diane, Jean Bidima et David Vamwangi. Alors, tout d'abord, c'est la petite histoire de cet ouvrage. Il a commencé par une série de rencontres. Alors, bon, au tout début, c'est une expérience ethnographique traumatisante, la mienne. J'en reparlerai ensuite. Donc, lors d'un terrain en Algérie, de juin à août 2016, où je me suis retrouvée enfermée malgré moi dans une maison claustrée entre femmes, alors que j'étais partie faire des enquêtes dans la wilaya de Blida.
Alors, cette expérience ethnographique, j'en suis revenue absolument persuadée d'avoir collecté des données absolument extraordinaires, mais aussi assez traumatisée au point où je me suis demandé qu'est-ce que j'allais pouvoir en faire. Plusieurs mois plus tard, au séminaire des CEFRA que je dirige à l'EHSS, j'ai invité Delphine, qui est venue nous raconter comment elle-même s'était retrouvée enfermée dans la cour d'une maison au Burkina Faso pendant 6 mois, en tant que femme, sous peine d'attaque en sorcellerie. Donc, à la fin du séminaire, nous avons échangé nos expériences et on a décidé d'en faire une publication commune. Le temps est encore passé, et puis j'ai été invitée à la soutenance de thèse de Fred Biyela, qui a donc fait une étude sur une église congolaise dans laquelle il raconte les difficultés qu'il a eues donc sur son terrain en tant que chercheur local, avec les guillemets qu'il faut, et il raconte la manière dont il a été contraint, manipulé, baladé par ses interlocuteurs. Donc, à la fin de la soutenance, moi j'avais toujours la petite idée en tête, je discute avec lui, je lui propose de s'associer à notre projet, et Abel Kouvouama, qui était également membre du jury de soutenance, propose de le publier dans sa collection. Donc voilà l'histoire, comment ça s'est monté. Et Daouda, qui lui-même était venu parler au séminaire des CEFRA de ses difficultés aussi en tant que chercheur d'origine malienne en Côte d'Ivoire dans les années 2000, du coup, on l'a associé aussi. Voilà. Donc, c'est un ouvrage qui s'intéresse à un cas particulier de contrôle social, celui qui est vécu donc par l'anthropologue et l'historien sur les terrains d'enquête. Donc, il s'agit bien d'un ouvrage d'analyse réflexive, mais avec une démarche originale, puisque l'angle d'approche qu'on a choisi, c'est de travailler sur la contrainte vécue par le chercheur sur son terrain. Alors, notre objectif, c'était de montrer que le chercheur, sur son terrain, est souvent englué dans un ensemble de représentations qui sont liées à son statut d'intellectuel, de femme, d'homme, d'étranger, de personnes originaires du cru. Et donc, l'intérêt, c'était de montrer comment le chercheur est perçu par les enquêtés sur son terrain. Effectivement, dans toute société, évidemment, tout individu est inséré dans des rapports de force, dans des rapports de domination conflictuelle, que ce soit des rapports de genre, des rapports de classe, d'âge, des querelles de leadership, des attaques en sorcellerie, etc., etc. Et donc, le chercheur, lorsqu'il arrive dans toute société, il vient souvent perturber un équilibre qui est souvent fragile, et il va potentiellement catalyser autour de sa personne des tensions qui sont déjà existantes, qui sont en dehors de lui, mais qui vont se focaliser sur sa personne. Et donc, devant la gêne qu'occasionne le chercheur, les personnes enquêtées vont évidemment, en retour, chercher à le maîtriser, à le surveiller, vont lui assigner un statut, un rôle, vont le situer dans une hiérarchie. Et du coup, le chercheur va se retrouver instrument entre les mains de ces enquêtés qui l'utilisent parfois comme un bouc émissaire ou comme une monnaie d'échange pour régler leurs propres problèmes personnels ou en tout cas les mettre en avant. Donc voilà, donc les contraintes subies sur le terrain questionnent finalement la juste distance du chercheur à son terrain, qui cherche à s'adapter aux différentes places qui lui sont assignées. Et son effort de distanciation et d'adhésion peut devenir au quotidien une véritable épreuve, parfois. C'est ce que nous, on va vous raconter en tout cas. Donc, ces contraintes orientent évidemment à terme la perception que le chercheur se fait de la société qu'il étudie, du rapport des gens sur son terrain, et in fine aussi, ça influence ses analyses. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé intéressant de mener cette recherche, cette démarche réflexive sur ce contrôle subi, donc, comme clé de compréhension d'un objet d'étude. Alors, comme l'a dit Catherine, cet ouvrage a pris 2 entrées, celle du genre et celle de l'origine locale du chercheur. Et chaque contribution donne à voir des logiques de pouvoir, donc dans lesquelles le chercheur est pris à partie. Alors, l'ambition, c'est de comprendre, évidemment, au-delà de raconter nos histoires, nos péripéties, c'est évidemment qu'est-ce que ce contrôle social dit des sociétés étudiées et des enjeux qui s'y jouent, puisque la manière de recueillir les données renseigne parfois tout autant que les données elles-mêmes, et ce qui se joue sur le terrain est très révélateur du groupe social observé et des hiérarchies sociales en place. Donc, l'exercice de cet ouvrage va aussi au-delà d'une simple réflexivité qui est de plus en plus commune dans les démarches scientifiques, puisque ce que l'on a voulu faire, nous, c'est transformer cette réflexivité en ressources empiriques en matière de réflexion. C'est-à-dire que c'est l'expérience vécue par le chercheur qui va représenter elle-même le matériau à questionner.
Donc, ce livre veut être une analyse critique des sociétés étudiées, mais à partir de cette expérimentation personnelle dans la vie quotidienne et le vécu des chercheurs. Alors, pour être très, très brève, j'ai ressorti quelques éléments qui sont dans nos 4 contributions et qui montrent ce contrôle social que subit le chercheur. Alors, la première manière de le contrôler, c'est de remettre évidemment en cause son statut et sa légitimité de chercheur, en l'infantilisant, en le mettant sous tutelle, une tutelle masculine, la tutelle d'un aîné, en discréditant le sujet de sa recherche, en immobilisant le chercheur, soit en l'enfermant pour qu'il ne puisse pas mener ses recherches, soit en contrôlant les personnes qu'il rencontre, en le réprimandant s'il questionne les personnes qui sont jugées être pas être les bonnes personnes qu'il devrait interroger, en refusant de lui donner des informations, en lui donnant des mensonges, en lui faisant perdre son temps. L'argent dans nos 4 contributions a été un élément central de ce contrôle, puisque l'argent a créé de la jalousie, des rapports de rivalité lorsque les enquêtés étaient des personnes très aisées, des obligations de dons, une mise sous tutelle lorsque les autres ont décidé de gérer l'argent du chercheur, une instrumentalisation du chercheur pour des cadeaux, des visas, etc., ou même des tentatives de corruption qui ont pu mettre parfois l'un des chercheurs dans des situations embarrassantes. La question du regard aussi était très importante puisque l'enquêteur est devenu lui-même l'observé, soit par des caméras de surveillance qui ont été placées à son insu, soit par des dieux qui le surveillaient et qui le menaçaient d'attaques sorcellaires, soit par des yeux menaçants d'hôtes qui surveillaient et réprimandaient tous ses comportements. Il y a eu aussi de nombreuses accusations. Les chercheurs sont devenus des agents de renseignement au service d'institutions étrangères. Ils ont été accusés de vol de données. Une chercheuse a été traitée de prostituée. Des réprimandes quotidiennes pour abaisser les chercheurs ou certains qui ont été considérés comme non légitimes car renvoyés à des supposées origines ethniques. Voilà, donc je vous vais très très brièvement résumer les quatre présentations et puis ensuite je vais laisser la parole à Delphine. Donc le premier chapitre, c'est mon cas d'étude. Voilà, donc je présente les difficultés ethnographiques que j'ai donc rencontrées dans la wilaya de Blida en Algérie. Et je raconte donc une expérience de 2 mois d'enfermement dans une famille conservatrice de la bourgeoisie commerçante locale qui pratiquait un islam rigoriste. Alors, à partir de ce huis clos familial, qui était évidemment non anticipé, il est devenu, ce huis clos, par la force des choses, le terrain principal de mon observation. Et donc, je montre comment la claustration avec les femmes de la famille a été révélatrice de règles patriarcales remodelées dans un contexte semi-urbain, d'une assignation de genre stricte, contraignante et productrice également de violence, et plus généralement d'un rapport problématique à l'étranger. Delphine, dans le deuxième chapitre, donc sur la question du genre aussi, analyse la transformation du contrôle social dont elle a fait l'objet sur son terrain dans le sud-ouest du Burkina Faso. Un contrôle sur la nourriture, sur la boisson, sur ses achats, sur ses dépenses, ses déplacements, ses fréquentations, même sa façon de dormir, au nom d'une protection face à un potentiel risque d'ensorcellement, d'empoisonnement et d'envoûtement. Alors, ces menaces potentielles venaient de sa supposée richesse, de son statut de femme, et cela justifiait son immobilisation dans une cour de maison jusqu'à ce que l'achat d'une moto transforme tout cela. Peut-être que tu le raconteras. Ensuite, la deuxième partie du livre est donc sur les chercheurs locaux. Et donc, le chapitre suivant est celui de Fred, qui interroge ses difficultés de terrain donc dans l'église de Zéphirin à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, en tant que chercheur d'origine congolaise qui vit en France. Il a été confronté à diverses crises qui étaient traversées par l'église, et il a été immédiatement pris à partie entre les autorités sacerdotales de l'Église et de jeunes choristes qui contestaient la légitimité de l'autorité de l'Église. Et donc, il a été l'objet de multiples jeux d'influence afin d'orienter sa recherche, de l'utiliser à des fins politiques, et il a été accusé de traître en tant que Congolais d'origine. Il a été accusé de chercher des forces mystiques pour son propre compte ou pour celui de ses directeurs en France. Enfin, Daouda Garitunkara analyse les contraintes qu'il a subies
sur ses enquêtes de terrain et en archives au Mali et en Côte d'Ivoire, donc dans les années 2000, puisqu'il cherchait à comprendre la circulation contemporaine des Maliens en Côte d'Ivoire. Il a lui-même expérimenté en Côte d'Ivoire le statut d'étranger de l'intérieur, puisqu'il a été pris pour un dioula dont l'identité était très controversée à l'époque. En Côte d'Ivoire, à Abidjan, il a également été traité comme un étranger de l'extérieur du fait de son lieu de vie en France. Et puis au Mali, pays d'origine de sa famille, il a dû là encore négocier avec l'image qui était projetée sur lui en tant que la Soninké, qui était un groupe d'appartenance qui ne lui aurait pas permis d'être un chercheur. Donc, il a jonglé entre ses origines locales et extérieures en cherchant à se fondre parmi la population, à reprendre des réflexes qu'il avait acquis dans sa petite enfance, tout en étant continuellement confronté à la question du regard et de la distance que les autres lui imposaient. Voilà, donc je te laisse la parole, Delphine. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation pour présenter cet ouvrage qui a aussi eu un peu un rôle d'exutoire au regard des expériences qu'on a eues qui étaient plus ou moins traumatisantes pour certains d'entre nous. Alors pour ma part, dans le chapitre que j'ai rédigé, j'ai voulu relire mon expérience du contrôle social en partant des différentes attaques sorcellaires et des menaces d'envoûtement dont mes hôtes disaient que j'étais la cible. Et ça depuis mon premier voyage de terrain, donc dans des villages Diana du sud-ouest du Burkina Faso, premier voyage de terrain qui ont lieu en 2009, jusqu'en 2019, date à laquelle j'ai arrêté de travailler dans le pays pour des raisons autres que la sorcellerie. Mais il n'en reste pas moins que ces expériences de contrôle et la peur que mes hôtes éprouvaient à mon égard les ont conduits à encadrer chacun de mes gestes. Et comme Fabienne l'a dit, ça allait des endroits où je pouvais aller, des personnes que je pouvais fréquenter, de la position dans laquelle je pouvais dormir, des choses que je pouvais boire, des choses que je pouvais acheter, etc. Donc il était vraiment assez diffus et porté sur des choses extrêmement anodines et qui sont en même temps au cœur de l'activité ethnographique. Mais ce qui rend, de mon point de vue, le contrôle que j'ai vécu éloquent, c'est une sorte de synchronie. Une synchronie entre à la fois la conversion des raisons, des menaces qui pesaient sur moi, et en même temps les oscillations de mon identité de genre, et enfin l'évolution de mon rapport à l'espace rural. En fait, d'un côté, j'ai été masculinisée par mes hôtes et par les villageois en général, du fait d'une fortune qu'on m'attribuait et qui était apparemment colossale, et qui en même temps éveillait de nombreuses jalousies dans les villages. Et ensuite, j'ai été progressivement reféminisée, en devenant cette fois non plus seulement une espèce de riche étrangère, mais aussi un être qui allait éveiller la convoitise sexuelle des hommes à l'échelle locale. D'un autre côté, au départ, j'ai été contrainte à une sorte d'inertie dans une cour domestique où on m'accueillait, avant d'acquérir ensuite une plus grande mobilité dans l'espace, qui était à la fois nécessaire pour mes recherches et en même temps qui était aussi nécessaire pour mon bien-être psychologique, je dirais, à minima. Donc cette synchronie dans ma trajectoire à la fois sociale et géographique a finalement façonné mon regard aussi sur les réalités politiques locales et les dynamiques politiques locales, et m'a conduit à articuler mes recherches autour d'une question, et qui était dans quelle mesure des lieux et des mouvements peuvent traduire des relations de pouvoir en train de se faire, en train d'être négociées, donc en suivant la logique de transformation elle-même des dynamiques politiques. Alors pour vous donner un aperçu, je vais commencer par le début, mes premiers séjours de terrain. Et premier séjour de terrain qui était marqué par une idée prépondérante et omniprésente, et qui était que j'étais la cible potentielle ou réelle d'attaques en sorcellerie, et qui était liée donc à la somme colossale de cadeaux et d'argent dont je gratifiais apparemment mes hôtes dans le village de Sedongyo, qui était le village où j'habitais. Donc on m'attribuait un pouvoir économique qui était autant réel que fantasmé, parce qu'il ne faut pas négliger non plus les écarts de richesse entre moi et les gens qui vivent au Burkina Faso, mais qui, malgré tout, ce pouvoir économique m'a masculinisée et qui m'a attribué une masculinité liée à mon argent. Alors ça renvoie aussi à toute une histoire de la définition de la virilité masculine d'un point de vue local, qui, au cours du temps, s'est transformée.
Reste que la peur que je sois la cible d'attaques sorcellaires a conduit mes hôtes en réaction à élaborer tout un dispositif de contrôle qui impliquait à la fois les hommes et les femmes de la cour et qui était basé sur des interdictions. Quand j'arrivais sur mon terrain, on me disait tout ce que je ne devais pas faire et qui se résumait à ne pas sortir seule et être toujours accompagnée dans mes sorties, ne pas boire dans la calebasse de quelqu'un d'autre que quelqu'un de la cour, ne pas manger la nourriture qu'on m'offrait. Je devais montrer aussi toutes les choses qu'on me donnait en cadeau au retour, au village, à la maison, au patriarche de la famille, pour qu'il voie tout ce qu'on m'avait donné, avant de pouvoir éventuellement les consommer. Je ne pouvais pas non plus rester au champ, où les hommes et les femmes participent aux activités agricoles, parce que j'étais vulnérable au soleil. Et en revanche, je devais par contre impérativement faire 3 repas par jour. On a failli m'imposer la sieste, ce que j'ai réussi à refuser. Et enfin, je ne pouvais pas non plus rester sur la place des funérailles, où ont lieu tous les rites funéraires, en particulier la nuit, parce que la nuit, des sorciers rôdaient, et donc du coup, j'étais d'autant plus vulnérable aux attaques sorcellaires à ce moment-là, etc., etc. Donc la liste des interdictions était longue. Il n'en reste pas moins qu'en pratique, ce système et ce dispositif de contrôle m'a conduit à graviter dans un périmètre sociogéographique extrêmement limité, qui était en gros une cour domestique où résidait une famille, et j'y étais quasiment immobilisée pendant de très longs mois au cours de mes premières recherches. Donc finalement, mes premiers terrains ressemblaient à tout, à tout, sauf à ce qu'on imaginait être une enquête ethnographique, parce que j'étais la plupart du temps seule la journée dans une cour domestique qui était désertée par les hommes et par les femmes qui vaquaient à leurs occupations agricoles, économiques, etc. Je passais beaucoup de temps avec les enfants, en revanche, qui m'aidaient à apprendre aussi la langue. Et donc, du coup, mes premiers terrains, mes premiers jours de terrain ressemblaient effectivement à un huis clos. Mais un huis clos imparfait. Et imparfait, pourquoi ? Parce que devant ma solitude, qui était pesante et qui était en plus alourdie par cette rengaine sorcellaire qui était énoncée de manière quotidienne par mes hôtes, et ben, du coup, j'ai essayé de trouver des voies de sortie. J'ai essayé d'esquiver le dispositif de contrôle en m'affranchissant des ordres et des règles qui m'étaient énoncés, et donc je partais toute seule dans le village, sauf que je ne pouvais jamais partir bien loin, parce que généralement sur la route, au bout de 50 mètres, je rencontrais quelqu'un du village qui m'interpellait, qui me demandait ce que je faisais toute seule, ce qui lui paraissait assez étonnant, et qui m'invitait finalement soit à boire de la bière de mille au cabaret, ou m'invitait chez lui ou chez elle pour que j'y passe la journée, et le soir, on me ramenait à la maison tranquillement en disant que j'avais passé toute la journée avec un tel, une telle, et à faire telles activités. Le problème est que chacune de mes sorties solitaires s'est soldée par le renforcement du discours sorcellaire, et d'autant plus que je contractais des petits mots anodins, enfin des petites choses de terrain, qui me fragilisaient temporairement, mais qui me réancraient aussi pour de courts moments encore plus dans la maison. Mais le fait est, c'est que aux yeux de mes hôtes, et en particulier le patriarche qui était appuyé par ses filles et ses belles-filles, j'étais coupable. J'étais coupable parce que je n'écoutais pas, parce que je ne comprenais pas, parce que je n'entendais pas toutes les injonctions qu'on formulait. Et donc, du coup, non seulement j'étais seule, mais en plus, j'étais grondée en permanence par tout le monde. Et j'exaspérais aussi beaucoup les gens de la cour qui se demandaient comment est-ce qu'ils parviendraient enfin à me stabiliser dans cette cour. Bon, en réalité, même si j'ai dit que mon pouvoir économique m'associait à la masculinité, j'avais des réactions très féminines du point de vue des villageois. Pourquoi ? Parce que les femmes, du point de vue des hommes comme des femmes âgées, considèrent que les femmes sont des effrontées, sont des inconscientes, sont des responsables. Donc, je correspondais aussi d'une certaine manière à la définition locale du genre, et en particulier des jeunes femmes. Au-delà de ma propre culpabilité, que j'admettais parfaitement de manière assez honteuse, mes hôtes considéraient que mes maux avaient également des causes surnaturelles, et le fait que je sois réancrée par la maladie dans la cour en était une manifestation. Mon réancrage dans la cour, en fait, attestait de l'efficacité de toutes les attaques sorcellaires, parce que ces attaques sorcellaires visaient à me bloquer.
à me bloquer à la fois moi, dans le cadre de mes voyages entre la France et le Burkina Faso. En gros, les sorciers voulaient me dégoûter des voyages au village, et en même temps à bloquer aussi les circulations d'argent dont on pensait qu'elles engraissaient mes hôtes dans le village de Sedongyo. Le problème est que mes hôtes, devant ces activités sorcières de blocage, ont symétriquement répondu par leur volonté de me réenraciner d'autant plus fortement dans la cour. Et pour ça, ils faisaient appel à des dieux auxquels je devais adresser des sacrifices. Alors, c'était des dieux d'un genre particulier, c'était à la fois des entités topographiques, par exemple, le dieu qui représente la terre du village, mais aussi des dieux sentinelles à l'échelle à la fois de la cour, mais aussi dans des lieux en brousse à qui je devais également adresser des sacrifices. Des dieux sentinelles donc, qui étaient chargés de me regarder et de me surveiller, comme on le dit littéralement dans la langue locale. Donc pendant 10 ans, à chacune de mes arrivées, mais aussi au moment où je devais partir, je devais organiser une sorte de carnage sanglant de volailles qui parfois se limitait à quelques poules, mais qui parfois pouvait prendre un peu plus d'ampleur selon la force des activités sorcières. Et comme avec les humains, je me suis parfois émancipée à mon insu et involontairement cette fois de la volonté des dieux. Et par exemple, je me souviens d'un jour, j'étais au marché, j'avais réalisé pourtant tout un tas de sacrifices et on avait organisé du coup de grands repas grâce à toutes les volailles tuées. Mais une fois au marché, j'étais dans un cabaret avec un des fils de la cour et on discutait tous tranquillement. Et à un moment, une poule surgit de nulle part et ne renverse que ma calebasse et uniquement la mienne, pas celle des autres. Et donc, du coup, ça, c'était le signe que j'avais omis de faire un sacrifice pour un dieu, en particulier, c'était un dieu qui était situé en brousse. Et donc, il fallait que je retourne dans la cour et que j'y sois encore immobilisée en attendant que cette divinité soit apaisée par le sacrifice. Donc, finalement, entre 2009 et 2011, j'ai été prise à la fois par des tentatives de blocage de sorciers, dans des dispositifs humains et non humains qui visaient à me refixer en permanence dans la cour. J'essayais, comme je vous l'ai dit, de trouver des voies de sortie, mais malgré tout, ça dépeint assez bien le niveau d'inertie que j'avais atteint en étant située dans un espèce de champ de force humain et non humain, et qui était intéressant seulement parce qu'il s'exprimait en termes géographiques, parce que les attaques, le contrôle et mes esquives dessinaient en fait de multiples chemins sur lesquels les uns et les autres voulaient me situer pour à la fois orienter mes richesses et plus tard pour orienter mes capacités sexuelles, disons les choses comme ça. Mais cette idée-là, elle faisait aussi sens, je trouve, du point de vue local et du point de vue du fonctionnement des maisons et des cours domestiques locales dans un contexte rural ouest-africain et qui plus est burkinabé, donc beaucoup plus pauvre que beaucoup d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. En fait, les maisons et les cours apparaissaient aussi comme des lieux carrefours, des lieux de confluence où tout l'enjeu est de faire arriver à la fois des personnes, des hommes, des femmes, mais aussi des richesses, des biens et des marchandises. En 2012, revirement parce que l'ordre des menaces qui pesaient sur moi n'avait plus du tout le même enjeu. Il ne s'agissait pas simplement, uniquement de canaliser mon argent. Il s'est agi aussi de me canaliser moi en tant que femme. Et ce revirement a eu lieu simultanément à un événement assez anodin. J'ai acheté une moto pour pouvoir déambuler dans les villages qui peuvent être assez éloignés les uns des autres. Et en même temps, j'ai aussi commencé à déménager temporairement de la cour pour mener mes recherches dans des lieux qui faisaient consensus avec les gens de la famille malgré tout. Reste que l'extension de l'étendue et de la durée de mes mouvements a fait rapidement surgir de nouvelles craintes chez mes hôtes. Et je suis devenue seule sur ma moto, donc non plus seulement une espèce de riche privilégié, mais aussi donc un être sexualisé dont il fallait à présent s'attirer les faveurs sexuelles en utilisant pour les hommes différents artifices. Alors, cette autre menace, du coup, elle a aussi changé le discours de mes hôtes à mon égard, en empruntant véritablement une rhétorique particulière qui est celle de l'agression sexuelle, voire du risque de viol. En gros, mes hôtes me disaient qu'à présent, certes, j'étais peut-être riche, mais surtout, ce que les hommes voulaient, c'était littéralement me gagner.
Et donc, du coup, un jour, le fils de la famille chez qui je logeais avec aussi sa femme et leur fille, me taquinait en me disant que je triais trop les hommes parce que je refusais les avances d'absolument tout le monde, que ce soit des agriculteurs comme des fonctionnaires qui, a priori, auraient pu être des hommes adaptés pour moi, à mon statut social, à mon niveau économique, etc. Donc, je triais trop les hommes. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, il me comparait à une femme d'un mythe, une femme qui était courtisée, mais qui refusait les avances de tous ses prétendants. Et pour la punir, un jour, alors qu'elle se rendait au marché, elle traversait la brousse, un chien a surgi de nulle part et a violé la femme. Or, en étant violée par un chien, cette femme est devenue impure aux yeux de tous, et elle a donné naissance à une lignée qu'on appelle localement les gens rouges, qui est une lignée souillée et dans laquelle se transmet cette impureté et cette souillure. Donc, en me comparant à cette femme, le fils me signifiait donc que mes refus répétés me faisaient encourir le risque de me voir un jour opposer la violence d'hommes frustrés et d'être potentiellement agressée ou violée. Et cette rhétorique de l'agression sexuelle est devenue, comme je dis, une espèce de rhétorique prédominante. Et c'est aussi pourquoi le fils et son épouse ont un jour décidé de me dire que je dormais dans une mauvaise position, je dormais sur le dos, alors que les femmes doivent dormir sur le côté. Et c'est aussi comme ça que les pères et surtout les mères éduquent les jeunes filles, parfois jusqu'à les frapper quand le sommeil les font un peu, les déplace. Parce qu'en fait, en dormant sur le dos, les femmes sont beaucoup plus vulnérables au fait qu'un homme puisse surgir en pleine nuit et pour la violer. Et donc, du coup, elle ne pourrait pas se défendre. Et c'est surtout le cas pendant la saison sèche. Quand on dort tous dehors, on ne dort plus dans les maisons à cause de la chaleur environnante. Donc, finalement, cette nouvelle menace qui s'est surajoutée à la première a fait que tous mes petits mots résiduels, qui arrivaient encore un petit peu sur le terrain, ont été expliqués par la convoitise sexuelle des hommes. Et donc, mes hôtes identifiaient dans mon entourage des hommes qui allaient entreprendre de réorienter mes mouvements sexuels, y compris mes richesses, mais aussi mes mouvements sexuels, par différents moyens. Et parmi ces moyens, donc, il y avait des dieux qu'on pouvait utiliser pour détourner les femmes de leur conjoint, de leur époux, ou encore des médicaments. Et donc, je vais vous raconter une histoire d'une expérience, d'une expérience d'envoûtement, enfin, en tout cas qu'on a décrit comme un envoûtement, et qui aurait été fomenté par un chef de terre en 2012. Alors, je me suis retrouvée avec ce chef de terre que je connaissais déjà un petit peu, dans un maquis, donc un bar-restaurant, où je l'avais retrouvé avec son frère et deux de leurs amis. Et on buvait, on mangeait, on plaisantait, on rigolait, jusqu'au moment où j'ai été prise de vertige. Et je suis rentrée rapidement en moto à la maison, dans la ville que j'occupais, parce que j'habitais à ce moment-là dans la ville. Et arrivée dans ma chambre, je me suis effondrée, j'avais l'esprit embué, enfin, le cœur qui palpitait, etc. J'ai appelé le fils au village pour lui dire ce qui se passe, et il m'a immédiatement dit: Delphine, à l'aube, tu rentres à la maison. Je rentre à la maison et à peine je descends de ma moto, il m'envoie chez le père de famille pour qu'on réalise une consultation divinatoire. Et là, les oracles affirment que donc j'ai été l'objet d'un envoûtement qui a été fomenté par ce chef de terre. Alors, soit le chef de terre a demandé à son frère de mettre un médicament dans mon verre, soit de mettre un médicament sur de la nourriture qui m'avait tendu de la main. En tout cas, le fait est, c'est que j'avais sans doute été donc envoûtée par un médicament qui est soit d'origine surnaturelle aussi, soit un médicament qu'on peut trouver de manière assez facile sur les marchés ou auprès de commerçants ambulants. Et il y a un médicament dont il pensait qu'il était celui-là qu'on m'avait donné, et celui qu'on appelle localement le bleu-bleu, et qui est comparable au GHB, la drogue du violeur qu'on connaît mieux ici. Reste qu'il a fallu procéder au désenvoûtement. Donc, le chef de famille a pris un poussin pour frotter la carrosserie de ma moto, parce que si moi j'avais été envoûtée, ma moto aussi avait été envoûtée. Et donc, du coup, l'enjeu était désormais que je ne réenfourche pas ma moto et par une espèce de pulsion amoureuse, que je veuille à tout prix rejoindre ce chef de terre chez lui. Et j'ai aussi été surveillée de longues nuits durant pour voir si je restais bien dans mon lit et si je ne partais pas en douce.
Donc, pour conclure, mon expérience du contrôle social, elle m'a informée de dynamiques politiques locales où on voit comment ces dynamiques se cristallisent à la fois sur l'argent et sur les femmes. Mais ces expériences, elles m'ont aussi permis de comprendre comment lire ces dynamiques d'un point de vue théorique. Et selon moi, ces dynamiques politiques, elles ont fait sens, comme je l'ai dit au tout début, au travers de lieux et au travers de mouvements où la maison est apparue comme un véritable épicentre, à la fois social et géographique, et d'autant plus dont l'architecture elle-même révélait une sorte de codification géographique des identités de genre. Le masculin, de manière idéale, le masculin est associé à une forme d'ancrage dans des lieux de production économique, et les hommes doivent exhiber leur richesse dans leur maison. Ils doivent aussi y introduire les femmes par la force, quelle que soit cette force. Et les femmes, au contraire, sont associées à des mobilités volatiles qui doivent, elles, être canalisées par tout un tas de moyens. Mais surtout, ce que je trouvais intéressant au travers de ces expériences, c'est aussi de proposer une certaine vision de la ruralité ouest-africaine, une ruralité ouest-africaine où les maisons et les cours sont aussi des institutions, des bâtisses et des groupes socio-géographiques qui sont connectés au monde par le biais de circulation qui épousent différentes échelles, des échelles à la fois locales et internationales, mais aussi des échelles temporelles où on peut les lire depuis le passé jusqu'au présent. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci Delphine. Voilà, donc deuxième chapitre sur le genre. Donc moi, je me suis envolée pour Alger le 27 juin 2016 dans l'objectif donc de partir dans la wilaya de Blida, où je devais passer 2 mois dans cette fameuse famille qui m'accueillait, et dont le père était l'ami d'un ami. Donc, je devais y travailler sur les religiosités quotidiennes dans cet environnement que je savais être socialement et religieusement conservateur. C'est-à-dire que dans ce contexte de la société algérienne réislamisée depuis les années 80, et dans le cas de ma famille d'accueil, cette notion de conservatisme convenait à mon sens parfaitement, puisque j'étais dans un environnement qui était marqué par de très fortes références au code religieux pour réguler l'ensemble des rapports sociaux. Alors, ma famille habitait une très belle et grande maison qui était cachée de la rue par de hauts murs. La famille était composée du père, hein, qui avait la cinquantaine à l'époque, la mère un peu plus de 45 ans, et ils avaient 4 enfants, un fils aîné 22 ans qui commençait à travailler avec son père, un fils de 18, un fils de 13 et la dernière de 10 ans. Alors, cette famille était typique de la bourgeoisie commerçante locale qui s'était enrichie ces dernières décennies. Elle en avait en tout cas tous les signes extérieurs. Elle avait une très belle maison. Elle avait plusieurs grosses voitures. Elle avait une maison secondaire dans une ville très prisée au bord de la mer. Le père de famille, évidemment, travaillait. Il avait plusieurs employés sous ses ordres et sa femme était donc mère au foyer. Chaque année, au mois d'août, la famille partait en vacances dans la belle maison secondaire. Le fils et le père allaient très régulièrement en France ou en Espagne pour visiter des parents ou des amis. Dans le quartier se trouvaient d'autres maisons où habitaient des oncles, des tantes, les grands-parents, etc. Il s'agissait d'une famille de notables locaux connus depuis plusieurs générations. Alors, je vais être très, très brève sur mes déboires de terrain parce que je n'ai pas du tout le temps de les détailler ici, mais en gros, ce que je peux dire, c'est que donc le premier matin, quand je suis sortie de ma chambre, je me suis rendu compte que j'étais enfermée à clé dans la maison. Les clés étaient cachées et je ne pouvais même pas sortir sur la terrasse, voilà, alors qu'il faisait quand même très beau, c'était en été. Nous étions en plein ramadan et donc il n'y a pas eu évidemment de négociation possible. J'ai dû faire le jeûne en même temps que la famille. Et dès le premier soir, j'ai compris, lorsque toute la famille s'est réunie pour le repas de rupture du jeûne, j'ai compris tout de suite que ce qui avait été décidé avant mon arrivée, c'est-à-dire d'avoir une voiture pour pouvoir faire mes enquêtes, j'ai compris que cette voiture, non seulement je ne l'aurais jamais, mais qu'en plus, je ne pourrais même pas sortir librement de cette maison comme je le voulais. Alors, je passe très, très rapidement, mais les 15 jours qui ont suivi se sont déroulés exactement de la même manière jusqu'à la fin du ramadan. Je n'ai jamais pu sortir.
Mais en fait, je me disais que ce n'était pas très grave, que comme j'étais partie pour 2 mois, c'était le ramadan, j'allais attendre la fin du ramadan et puis qu'ensuite j'allais sortir et faire mes enquêtes. Et puis de toute manière, les longues conversations que j'avais entamées avec la mère de famille étaient déjà très intéressantes. Donc voilà, du coup, je commençais à faire du terrain dans ce huis clos. Donc, elle et moi, on passait nos journées à discuter, toutes les deux. Alors, la petite fille, elle a passé ses journées devant la télé, et les garçons, c'était le ramadan, hein, je rappelle, c'était les vacances en plus. Donc, ils passaient toute leur journée dans leur chambre à dormir. Et on ne les voyait que le soir, au moment où il fallait faire le repas de rupture. Donc, nous, on passait notre temps à préparer le repas, à faire le ménage, toutes les tâches de la maison et à discuter. Donc, elle me parlait de la vie des femmes algériennes, elle me racontait son quotidien, elle me parlait de son mari, des difficultés qu'elle avait avec lui, des différentes manières qu'elle avait de faire dans sa vie, etc. Et puis surtout, elle passait son temps à me parler de religion, alors ce qui tombait très bien puisque c'était quand même mon sujet de recherche au départ. Et elle voulait me montrer la manière dont elle accordait parfaitement, évidemment, selon elle, sa vie à l'islam. Ce que je faisais aussi, c'est que je lui demandais de sortir des albums de photos de famille. Et donc, on passait de nombreuses heures à regarder des vieux albums de photos où la voyais dans les années 90 avec son mari, où ils allaient à la plage, où elle était en petite robe, ils allaient danser. Et du coup, j'essayais de lui faire raconter sa vie entre le moment de ses photos et le moment donc de mon terrain. Donc, elle m'a raconté sa vie, son éducation, son mariage, le choix d'avoir porté son voile et puis ensuite son enfermement progressif, à la fois dans des règles religieuses de plus en plus strictes et dans cette maison qu'elle ne quittait quasiment jamais. Voilà, bon, les détails sont racontés évidemment dans l'ouvrage. Elle m'a beaucoup parlé des années 90, période où les islamistes ont imposé massivement le voile aux femmes. Et elle tenait alors un discours très ambigu sur cette période-là, en disant à la fois que les islamistes avaient été très sanguinaires, mais qu'en même temps, ils avaient après tout amené le vrai islam en Algérie. Donc, elle passait des heures et des heures à me parler de sa manière de concevoir la religion. Elle se disait très pieuse, elle l'était, hein, et très fière d'avoir appris les vraies règles de l'islam à ses propres parents. Par exemple, sa mère qui portait un haïk traditionnel, elle lui avait fait enlever pour porter le hijab. Voilà, elle me racontait tout ça. Donc, c'était vraiment un terrain ethnographique finalement très riche pour moi. Les jours passant, je me suis quand même rendu compte que cette femme avait une très forte aversion pour la plupart des femmes de son entourage parce qu'elle passait des heures à critiquer systématiquement ses belles-sœurs, sa belle-mère, ses propres sœurs d'ailleurs. Et puis finalement, toutes les femmes de l'entourage y passaient. Une fois, on a dû aller chez le médecin, on a croisé une femme dans la rue, elle a passé des heures à critiquer cette femme. Une fois, plus tard, elle a dû aller chez le coiffeur, les pauvres coiffeuses ont été critiquées pendant des heures encore. Donc, il y avait vraiment un rapport assez particulier. Et évidemment, toutes les femmes qui étaient dévoilées, elles les traitaient de prostituées. Enfin, il y avait une sorte de grande violence dans ses propos par rapport aux femmes. Et c'était quelqu'un qui semblait continuellement triste et épuisé dans son quotidien. Alors moi, au début, je m'en inquiétais vraiment. Et puis, je me suis assez rapidement rendu compte qu'elle se complaisait dans une espèce de posture victimaire qui était censée la rendre encore plus pieuse. Alors, par exemple, elle avait des problèmes de saignement pendant le ramadan, donc c'est pour ça qu'on a été chez le médecin. Je l'ai accompagnée, ça m'a fait moi une sortie. Et le médecin lui a dit d'arrêter le ramadan, d'arrêter le jeûne. Évidemment, non seulement elle a refusé, mais en plus, elle s'est rajoutée des jours après. Et les derniers jours du ramadan, en prévision de la fête de l'Aïd, où qu'on allait passer chez la belle-mère, donc il fallait montrer à la belle-mère combien elle était une bonne épouse, elle a confectionné pendant 4 jours et 4 nuits d'affilée des gâteaux au point d'être complètement épuisée. Donc en fait, c'était toujours comme si elle renforçait elle-même son mal-être comme un défi sacrificiel pour mener de plus en plus une vie rigoureuse et pieuse. Donc, je l'ai dit, elle ne pouvait jamais sortir seule. Hein, elle était toujours accompagnée soit de son père, soit pardon, pas de son père, de son mari, de son fils ou alors d'un neveu. Enfin, il fallait toujours qu'il y ait un homme pour la sortir et pour veiller sur sa bonne moralité. Alors du coup, les sorties étaient très, très rares. Hein. Donc, je l'ai dit, chez le médecin, pour aller voir ses parents, etc. Elle n'avait pas droit non plus à une messagerie sur Internet, WhatsApp, Viber ou autre. Et dès que son fils rentrait du travail, il surveillait son téléphone pour voir qui elle avait appelé, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de la situation qui sont racontés en détail dans l'ouvrage, mais la situation s'est dégradée.
quelques temps plus tard. En fait, ce qui s'est passé, c'est que 8 jours après le Ramadan, les parents sont partis en vacances à Paris. Je leur ai prêté mon appartement. Et donc, moi, je suis restée à la maison avec… alors, les parents sont partis avec la petite fille. Donc, moi, je suis restée uniquement avec les garçons. Et tout de suite, dès le premier jour, ils ont commencé à très, très mal me parler, à m'insulter, à me traiter vraiment comme leur domestique. Hein, j'étais leur bonne. À me tenir des propos racistes, misogynes, antisémites au quotidien. Alors, je passe les détails encore, mais 2 événements, je pense, m'ont permis, après coup, parce que moi, je me suis posé quand même beaucoup de questions, me demandant toujours qu'est-ce que j'avais mal fait, qu'est-ce qui se passait, etc. Pourquoi? Enfin, bon, voilà, normal. Et il m'a fallu du temps pour comprendre à peu près ce qui s'était passé. Mais là, il y a eu deux événements. D'abord, je m'étais nouée d'amitié avec un neveu de la famille qui venait tous les jours dans la maison. Ce neveu avait un statut particulier parce qu'il était homosexuel. Alors évidemment, c'était pas dit clairement, hein. Mais du coup, il était aussi considéré un petit peu comme un domestique dans la maison. Il faisait des tâches qui sont normalement réservées aux femmes. Bon, il était très sympathique et grâce à lui, il m'a sorti en fait. Donc, on a fait beaucoup de tourisme à Alger, dans toute la région de Blida, de Médéa, etc. D'ailleurs, avec sa propre mère qui, elle, est affirmée salafiste, entièrement voilée de noir, où on voit que ses yeux, et d'ailleurs, ce voile intégral lui permettait d'avoir une vie sociale beaucoup plus développée que la mère de ma famille d'accueil. Ça, voilà, je développe ça aussi dans l'ouvrage. Et ensuite, donc je me suis rendu compte après coup, hein, que ces sorties déplaisaient complètement à mes hôtes. Et ensuite, j'ai fait la connaissance par le biais d'un collègue de l'université d'une jeune fille qui, par la suite, les mois et les années qui ont suivi, a été ma guide, en fait. Et donc, j'ai commencé à faire des enquêtes et je me suis donné le droit de sortir avec elle et de partir faire mes enquêtes. Et donc, je faisais des allers-retours tous les jours. Et ça a été très, très, très mal vécu par la mère de famille, notamment. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les parents, ils étaient à Paris et puis ils ne m'adressaient plus la parole. Je leur envoyais des textos, ils ne me répondaient pas. Ils étaient quand même chez moi, je ne savais pas ce qui se passait. Ils ont débarqué un jour en Algérie sans m'avertir qu'ils étaient rentrés. Et puis, les jours qui ont suivi, la mère, elle ne me parlait plus. Vraiment, elle me boudait ou alors elle me parlait mal. Elle m'infantilisait beaucoup. Voilà. Donc, je passe sur les détails, mais très, très rapidement, ça s'est dégradé. Ils m'ont caché la nourriture, je n'avais plus de quoi manger. Du coup, comme je sortais, j'achetais de la nourriture et puis j'achetais aussi pour toute la famille. Et puis tout ce que j'achetais, ça partait systématiquement à la poubelle. Dès que je sortais, quand je rentrais le soir, ma chambre, elle avait été mise à sac. Tout était renversé. Enfin, c'était même pas une fouille cachée, tout était renversé. Et puis un jour, je suis revenue à la maison et là, tout le monde avait disparu. Il n'y avait plus que le fils aîné. La famille était partie en cachette dans la maison secondaire en vacances. Ils m'avaient abandonnée dans leur maison. C'était un peu particulier. Bon, je vous passe les détails, mais il a fallu que je parte. Bon, moi-même, j'ai voulu partir à plusieurs reprises en leur disant « ça ne va pas, il y a un problème, je m'en vais. » Et puis, le père de famille n'a jamais voulu reconnaître qu'il y avait un problème parce qu'il était dans un rapport de pouvoir avec l'ami qui m'avait amené. Enfin, bon, bref, j'étais engluée dans une espèce de relation comme ça et du coup, j'étais obligée de rester là. Donc, en fait, il ne voulait pas de moi et malgré tout, il m'imposait de rester là. Donc, c'était assez compliqué comme situation. Donc, voilà, je passe sur tout ça, mais en fait, ce que j'ai voulu faire dans ce chapitre, et je termine là-dessus, c'est que j'ai essayé de dépasser ce cas particulier qui était heuristiquement très riche pour essayer d'en faire une analyse plus générale sur les modes de vie et les religiosités des femmes dans cette contrée que je qualifie, donc, je l'ai dit, de très conservatrice. Et donc, les enquêtes avec ma guide, avec ses amis, avec sa famille m'ont permis de faire une analyse comparative avec ce que vivait cette femme et ce que vivaient les autres femmes de cette famille. Et donc, j'ai travaillé par la même occasion sur les mariages arrangés, sur les choix des époux, sur les tenues de plage, sur le travail féminin, sur le célibat, sur les différents idéaux sociaux, sur la place des femmes rares et difficiles dans les espaces publics, etc., etc. Tout cela était toujours évidemment justifié par un discours religieux très strict qui était imbibé vraiment ce contexte. Voilà, ce travail m'a permis aussi de travailler sur l'entre-soi féminin, ça a été très intéressant, et sur les violences que cet entre-soi engendre. On n'est pas du tout dans un contexte de sororité, dans ce contexte très, très patriarcal. Voilà, donc cette expérience malheureuse, mais très riche ethnographiquement, que j'ai vécue dans cette famille, a été révélatrice, certes d'une manière un peu exagérée, de l'enfermement social et surtout psychologique dans lequel de nombreuses femmes vivent aujourd'hui en Algérie, ou en tout cas le sentiment de vivre. Merci Fabienne, merci Delphine, merci à tous
tous nos collègues du CEPED, et je pense particulièrement à Olivier Le Cervoisier qui m'a formé à l'analyse réflexive depuis le master jusqu'à la thèse, tout comme Charlotte, Léo. Et merci à vous tous, mes moniteurs européens, d'après la dénomination d'un pasteur âgé qui m'annonçait une vision. Et petit, je te vois au milieu de tes moniteurs européens qui t'ont envoyé pour spolier nos choses. Il ne disait pas pouvoir, il disait pas bim, donc nos choses. Parce que le terme pouvoir n'est pas vraiment traduisible. Ils ont besoin de nos choses. Toi aussi, tu en as besoin. Il y a une suite. Mais c'est surtout l'imprécation. Gare à toi. Attention à la chicotte invisible. Donc, me voilà soupçonné de transgression. Et donc, le terme moniteur, déjà, nous voyons qu'il renvoie à l'histoire coloniale, parce que les moniteurs, c'était les instituteurs autrefois. Voilà, donc il a gardé ce terme-là. Et la chicotte, même le terme chicotte, voilà, il rappelle toute cette période. C'est le terme local, c'est loufiétété, donc qui punit une chicotte dite invisible, qui punit des sujets transgresseurs, voilà. Et les choses dont parle mon interlocuteur, encore une fois, Bima, ce sont donc les pouvoirs. Et ma question est ici d'interroger les conditions de terrain, les conditions d'enquête. Quand on est chercheur de chez soi, d'une certaine manière, je ne suis pas de Pointe-Noire, je suis de Brazzaville, mais je suis du Congo-Brazzaville et Pointe-Noire, c'est la deuxième ville du Congo-Brazzaville, donc je pouvais dialoguer avec mes interlocuteurs aussi bien en Monokutuba que dans ma langue maternelle, voilà, donc il y avait beaucoup de proximité déjà. Et comment, donc ma question est de savoir comment, ou plutôt d'interroger les conditions dans lesquelles j'ai fait l'objet de projections et de menaces sorcellaires au sein d'une église qui entend lutter contre la sorcellerie. Au-delà de la proximité culturelle qui peut éclairer les interactions de l'enquête, je questionne ici le rapport au terrain pour comprendre les mécanismes de contrôle exercés donc sur un ethnologue du proche. Je vais évoquer rapidement 3 axes relatifs aux difficultés de l'enquête pour le chercheur autochtone et bien sûr, comme mes collègues, l'apport heuristique qui en découle. Le tout premier axe concerne les hiérarchies et même les disciplines au sein de l'église de Zéphirin. Donc, il s'agit ici d'une institution prophétique qui hiérarchise les sujets selon leur grade et j'ai la grâce d'être à côté d'un des plus grands spécialistes du prophétisme. Merci pour tout ce que vous nous apportez, Monsieur Dozon. Et donc, je ne prendrai pas trop de risques. Pardon. Alors, donc, l'institution dont il s'agit ici hiérarchise ces sujets avec des grades. Au sommet, il y a les autorités sacerdotales, bien sûr. Je n'évoquerai pas ceux qui sont au milieu, les diacres qui ont toute leur place. Et c'est surtout donc ceux qui sont à la base qui constituent le groupe le plus important, que sont les choristes. Les choristes qui se sont autonomisés pour constituer le puissant département de la jeunesse. Et ces jeunes n'ont pas tous 18 ou 20 ans, il y en a parmi eux qui ont 50, 70, voire 80 ans. Donc, ils sont choristes, ils sont jeunes. Et Léo pourrait mieux nous expliquer justement toutes ces manières de se constituer jeune comme catégorie sociale, bien sûr, sociopolitique. Et la jeunesse ici s'inspire de la jeunesse du parti marxiste-léniniste, donc l'UJSC, l'Union de la jeunesse socialiste congolaise. Voilà, il y a justement aussi la JMNR, donc la jeunesse du Mouvement national de la Révolution qui a précédé l'UGC. Merci beaucoup. Et ces mêmes choristes devenus jeunes s'opposent régulièrement aux autorités sacerdotales. Et toutefois, on peut évoquer la manière dont cette émancipation des jeunes se heurte à des disciplines corporelles, dans le temple, même et surtout concernant les femmes. Je n'aurai pas trop de temps pour évoquer toutes ces contraintes-là. Donc, il y a des considérations hiérarchiques auxquelles les jeunes sont censés se soumettre. Et moi aussi, comme chercheur,
bien qu'acteur extérieur, parce que je ne fais pas partie de cette institution, mes amis, les acteurs du terrain, ils le savaient bien, et pourtant j'ai été assujetti aux mêmes normes. Donc, ce qui m'amène à interroger plutôt à aborder le deuxième axe de réflexion. Je vais ici rapidement montrer la manière dont j'ai été constitué comme un sujet transgresseur. J'ai souvent été considéré comme un insoumis, c'est le terme qu'on emploie, les insoumis. Ce sont des insoumis, ces jeunes que vous fréquentez. Et si vous les fréquentez, vous aussi, vous êtes un insoumis. Et donc, pour avoir fréquenté le réseau de jeunes contestataires, ceux qui contestent l'autorité du conseil sacerdotal et celle du fils du prophète, et ce qui m'a valu donc des interpellations récurrentes au moment où l'Église prophétique réglait ses conflits dans les tribunaux, période donc de mon enquête, période au cours de laquelle la plupart des jeunes dits insoumis s'étaient réjouis que l'État ait suspendu l'investiture du fils du prophète et qui devrait être investi donc comme chef d'Église. L'État a suspendu cette investiture, il y a eu des négociations et c'est bien plus tard que l'État a donné son accord. Et l'image de chercheur subversif qui m'avait été collée, cette image-là, elle a finalement poussé le chef de l'Église à m'imposer un dispositif protocolaire. Et ce terme d'ailleurs de protocole, c'est le terme qu'il emploie quand il me convoque chez lui devant son neveu Anatik, qui était son responsable de protocole aussi, et devant qui il m'annonçait qu'il y avait un protocole pour limiter, pour me recadrer, donc limiter mes déplacements, ce qui fait écho à mes collègues Delphine et Fabienne. Et il mit en place donc ce protocole, dispositif que j'avais bien sûr réussi à contourner. Et j'avais l'obligation de demander la permission au chef de l'Église et aux deux patriarches avant d'aller participer à une activité quelconque. Mais j'ai pu trouver des moyens pour pouvoir poursuivre mon enquête tout en restant très discret. Il y a eu aussi une manière pour le chef de l'Église de vouloir valider mes données de terrain avant toute publication. Il ne le disait pas lui-même, mais c'est d'autres personnes qui le disaient. Et lui-même, par contre, il commençait à me questionner sur ma méthodologie de recherche, parce que je mettais l'accent sur le non discursif, les verbalisations spontanées, et tout cela qui était visible sur ma page, dans ma page du site internet de mon laboratoire, du CEPED. Donc, il avait accès à tout cela. Et il me posait des questions sur ça parce qu'il a fait l'EHESS et il a 3 DEA, voilà. D'ailleurs, mes interlocuteurs souvent me disaient, il faut aller voir le chef parce que c'est entre vous, hein, c'est entre vous les chercheurs. Et donc, je devrais valider tout cela. Donc, une sorte de contrôle de la production scientifique. Voilà. Et pour leur part, certains jeunes insoumis qui sont donc au bas de la pyramide hiérarchique ont eux aussi voulu s'assurer que j'étais sincère avec eux, que je ne les trahissais pas, que je n'irais pas les trahir, que mes pensées étaient vraies parce que je revenais souvent. Et ça a commencé à interroger certains. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Voilà. Et du coup, il y a eu un certain nombre de mécanismes de divination que je n'avais pas demandé, et si bien que j'ai parfois été supposé cacher des choses. D'après les termes Kouboum Bababi m'a donc caché des choses. J'avais des choses au fond de moi que je ne disais pas. Donc, ce qui donne aux chercheurs d'être assimilés à l'élite intellectuelle et politique, élite à laquelle la société congolaise attribue parfois de potentiels de potentialités magiques, donc de dangereuses potentialités magiques, comme d'ailleurs le montre bien Florence Bernot, tout comme Julien Bonhomme et Joseph Tonda. Beaucoup de chercheurs évoquent ces considérations-là. Et dans le troisième axe que je voudrais aborder, donc après, j'ai beaucoup d'exemples autour des soupçons dont j'ai fait l'objet. Je n'ai pas seulement été menacé de sorcellerie, mais encore, moi-même, je devenais potentiellement dangereux pour mes interlocuteurs. Et donc, le troisième axe, ici, je vais montrer rapidement comment la liberté du chercheur est à l'épreuve de l'État, la religion et le lignage, ce que je nomme comme un trinôme. Et donc, nous savons que les sociétés africaines
ne dissocie pas le religieux et le politique, c'est évident. Il y a beaucoup de travaux là-dessus aussi. C'est le cas du Congo-Brazzaville, où les institutions étatiques exercent aujourd'hui, depuis plusieurs années déjà, un rôle de médiation au sein de l'Église de Séphirin pour pacifier une institution en crise. Mais la machine étatique fait face aux logiques du lignage, puisque les conflits que j'observe mettent en scène les successeurs du prophète qui sont les membres de sa famille. Et aujourd'hui, c'est son propre fils. Et il y a quelques années, c'était aussi un de ses fils contre un de ses neveux. Et les conflits revêtent également une connotation lignagère lorsqu'ils concernent les jeunes et le sacerdoce. Bien sûr qu'il ne s'agit pas d'être dans une logique binaire, mais c'est parce que le temps ne me permet pas de donner plus d'éléments. Et dans ce cas précis, les logiques lignagères interrogent les rapports intergénérationnels en contexte religieux. Les aînés qui revêtent donc la seniorité sociale, ce sont les membres du conseil sacerdotal. Et ce sont eux qui régulent les rapports de subordination par le biais des pouvoirs sorciers dont ils sont détenteurs. Voilà. Donc ici, la sorcellerie n'est pas vue comme quelque chose de négatif d'emblée. Il ne s'agit pas d'émettre un jugement de valeur, mais plutôt de traduire des pouvoirs avec un terme qui, en français, correspondrait à celui de la sorcellerie, quand bien même la christianisation a donné à ces pouvoirs une certaine connotation négative. Mais ici, on voit comment des acteurs revendiquent des pouvoirs invisibles du fait de leur statut. Et socialement admis, ces pouvoirs-là, donc dits sorciers, sont indispensables à l'exercice de l'autorité lignagère ou religieuse. Et les injonctions qui m'ont été faites comme chercheur relèvent entre autres de ces pouvoirs invisibles qui rappellent à l'ordre les personnes dites insoumises ou supposées insoumises, supposées être dans la transgression. Et normatif et dissuasif, le dispositif sorcellaire organise la société lignagère. Il exerce une fonction régulatrice qu'explique les attitudes de soumission. Et excepté le mauvais usage des pouvoirs sorciers, parce qu'il y a, on est là dans une plasticité de pouvoir. Et ces pouvoirs-là peuvent être utilisés de façon néfaste. Donc, excepté ce mauvais usage de ces pouvoirs ici, quand ils sont néfastes, ils sont qualifiés de magie. L'Église des Zéphirin les qualifie de magie. Donc, excepté ces pouvoirs-là, le lignage est l'unique espace légitime de l'ordre sorcellaire. Seul le lignage peut brandir la menace du principe sorcellaire, l'inkundu, en Vili, à l'encontre des sujets déviants. Il y a des travaux là-dessus et j'évoquerai bien Bouakassa, qui avait fait une thèse sous la direction de Georges Balandier, justement, et thèse qui se trouve d'ailleurs ici à la bibliothèque. Il l'a faite ici à Paris 5. C'est une vieille histoire. C'est une très vieille histoire. Je me souviens avoir fait un exposé au séminaire de Balandier sur la thèse de Bouakassa. Merci. Justement, Kindoki, oui, voilà. Et plus récemment, Patrice Yengo, en 2016, Les mutations sorcières. Et donc, perturber l'ordre lignagé, c'est fragiliser, c'est plutôt se fragiliser soi-même. C'est s'exposer à des sanctions d'origine invisible. Et en ce sens, les menaces et imprécations disciplinaires sont considérées comme licites. Donc, je pouvais, moi, en faire l'objet de façon licite. Lorsqu'ils sont destinés, plutôt lorsqu'on est soi-même destinataire des sommations et avertissements, on est supposé déviant. Et à ce moment-là, on reste plus ou moins sensible aux menaces. Et là, donc, j'évoque mon exemple comme chercheur, mais pour mieux comprendre le conditionnement des acteurs, des individus, et comment la réflexivité permet finalement de comprendre le sujet étudié. Et donc, toutes ces menaces sont d'autant plus opérantes qu'elles agissent dans l'intériorité des acteurs qui s'identifient à leur groupe. Et pour conclure, je vais peut-être conclure. Pour conclure, j'évoquerai surtout le conditionnement lignager qui éclaire les modalités d'imputation sorcière conduisant les sujets à se prémunir contre le chercheur soupçonné de cacher des choses nocturnes. Et à mon corps défendant, j'ai donc été fabriqué comme un sujet du groupe que j'étudiais. Les menaces pesant sur moi visaient de fait à préserver une église prophétique
qui connaît un fort déclin. En définitive, interroger le contrôle social en contexte religieux implique la prise en compte de l'histoire des acteurs concernés. Une histoire dans laquelle la religion, la politique et le lignage s'imbriquent pour fabriquer des subjectivités régies par une pluralité de normes. Et quelles sont ces normes-là? Bien sûr qu'il y a l'évangélisation chrétienne parce qu'il s'agit d'une église chrétienne, mais il y a aussi les normes lignagères. Eh bien, il y a également le marxisme-léninisme, pour ne pas évoquer le contexte démocratique des années 1990. Merci beaucoup. On n'a que quelques minutes, hein, j'ai l'impression, parce que c'est 7h30, c'est ça? Non, mais vous pouvez... On peut dépasser un peu? Oui. Ah, ben c'est très bien, merci. Écoutez, d'abord, merci de m'avoir invité à discuter de votre ouvrage que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt et je dirais parfois pour certains textes, hein, en tout cas vos trois autres, un peu comme des polars, parce qu'il y a des intrigues qui se nouent, qui se dénouent et en effet, ça se lit bien, quoi, ça se lit bien. Donc, alors, première remarque, c'est que sur un certain plan, votre livre prolonge et relance des réflexions qui ont eu lieu, enfin, il y a déjà maintenant un certain temps, ce qu'on appelait la réflexivité, précisément, sur les expériences de terrain ethnographique qui ont été faites, qui ont commencé il y a 25 ans. Hein. Et donc, et qui précisément mettaient à l'épreuve ces réflexions ou ces réflexivités qui mettaient à l'épreuve tout ce qui faisait que la discipline se définissait par des formules canoniques. Hein. Mais je parle de ça il y a bien sûr 30 ou 40 ans, au moment où je commençais le métier. En tout cas, les formules canoniques étaient celles, bien sûr, de l'observation participante, de l'informateur privilégié, ou bien qui étaient liés presque, il y avait des manuels en quelque sorte d'ethnographie, hein, qui au fond avaient l'air de nous dispenser de prendre en compte la situation dans laquelle on allait être jeté, en quelque sorte, et qui était véritablement, en fait, l'objet même de l'étude. Hein. Et donc comme si on allait faire de l'ethnographie indépendamment du contexte historique et politique, hors de la situation, en effet, particulière dans laquelle nous étions, en tant qu'individus, on était pris, et hors donc de la prise en compte de la subjectivité même du chercheur. Donc, autrement dit, il était temps que ceci soit mis en question, et je dirais que un certain nombre de nouveaux terrains ont obligé la discipline à, comment dirais-je, à prendre en compte ces questions-là. Alors, je vais y venir sur ces nouveaux terrains rapidement. En tout cas, alors, première observation que je voulais faire, c'était que si vous m'avez demandé de discuter de votre livre, c'est peut-être parce que je suis en effet ni femme ni chercheur local, mais c'est aussi peut-être parce que comment dirais-je, j'ai un certain âge. Non, mais... Et alors là, je l'ai évoqué il y a un instant, puisque j'ai évoqué des débuts de la discipline, ou enfin mon expérience de rentrer dans la discipline. En effet, on n'était pas préparé à s'intéresser à ces questions de réflexivité, en effet. Mais quand je dis âge, c'est aussi peut-être parce que dans votre ouvrage, la question de l'âge est peu prise en compte. Je veux dire, il y a le femme, voilà. Sauf à un moment, je crois que c'est un peu évoqué par vous-même, Delphine, je crois, un tout petit peu. Mais moi, qui ai précisément des expériences de terrain sur plus de 40 ans, du coup, en effet,
il me semble que les choses ne sont pas passées de la même manière lorsque j'avais 25 ans que lorsque j'en avais 50 ou 60, lorsque je faisais encore du terrain, il n'y a pas très longtemps en fait. Je serais tenté de dire que durant mon parcours, je suis passé du statut de cadet à celui d'aîné. Donc, et d'aîné, pas seulement, à la fois parce que j'avais un statut même de professeur. Donc, dans mes dernières expériences de terrain, j'ai joué là-dessus. J'ai précisément joué sur le fait que j'avais un certain âge et que j'étais ce que j'étais, c'est-à-dire professeur, directeur d'études à l'école des hautes études, j'avais une carte de visite, etc. Et que respect. En face de moi, s'il y avait de l'irrespect, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, pardon. Pardon. Voilà, donc, si vous voulez, c'est un des points que je trouve qui mériterait d'être traité, d'autant plus que 3 des expériences, Delphine, vous et Daouda, vous étiez des jeunes chercheurs et vous prépariez des thèses, n'est-ce pas, tous les 3, sauf Fabienne. Donc, dans votre ouvrage, les 4 cas ne sont pas les mêmes, en quelque sorte. 3 sont des doctorants qui préparent des thèses et qui le font avec l'enjeu que représente le terrain pour une thèse. C'est vraiment… Et donc, et vous êtes donc cadette doublement, je dirais, vous cadette doublement, à la fois par votre âge et par le fait d'être dans cette situation où il y a un enjeu pour vous. Ce qui est beaucoup moins le cas de Fabienne, qui, elle, avait déjà une expérience de thésarde avant, donc était un peu plus âgée lorsque tu as fait cette expérience de terrain dont tu as parlé. Et donc, mais alors, ça redouble tes difficultés, puisque tu avais malgré tout un certain âge, tu étais mère de 2 enfants et tu as été traitée pire comme une cadette, comme un enfant, comme une enfant. Donc là, on prend la mesure de la chose avec toi bien davantage qu'avec les 3 autres, si vous voulez, si vous me permettez de vous mettre comme ça dans un tout simplement parce qu'indépendamment du fait que vous soyez femme ou chercheur, vous étiez tous les 3 des doctorants et assez jeunes pour pratiquer ce terrain. Donc, je trouve qu'il y a là, il me semble que si tu avais eu, Fabienne, 60 ans, est-ce que tu aurais été traitée de la même façon? Voilà. Donc la question est là, et bien sûr pour vous encore plus, si vous voulez, si vous aviez été un peu plus âgé, est-ce que vous, Delphine, vous aurez été traité de la même façon et vous aussi. Voilà. Donc il me semble que la question de l'âge, et pour employer donc des termes aînés et cadets, me semble-t-il, qui sont très recyclables localement, pour le coup, ça me paraît avoir pas mal de sens. En tout cas, moi, j'ai vécu ça tout le long de ma carrière, un peu comme ça. Et ces derniers temps, j'ai fait du terrain avec cette paire de claire conscience d'être un aîné. Voilà, donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Donc, alors, ce qui est bien sûr très, très intéressant dans ce que vous proposez tous les 4, c'est qu'on a la relation d'enquête ethnographique, on le sait trop bien, elle est d'une certaine façon asymétrique. Et d'ailleurs, toute la question du décolonial se pose en creux là. Donc, elle est au départ asymétrique. On arrive, on débarque, même dans le cas de chercheurs locaux. Vous avez vécu ça comme une asymétrie. Et qui se symétrise terriblement dans vos 4 expériences, où vous êtes en quelque sorte renvoyé à des conditions qui sont celles soit de votre âge, de la menace que vous pouvez représenter pour la communauté qui vous accueille, etc. etc. Donc il y a un renversement de situation, c'est pour ça que ça se lit un peu comme des polars, parce que c'est vraiment, il y a là un coup de théâtre, on pourrait dire, il y a un coup de théâtre qui se passe là sur le terrain et que vous vivez comme tel. C'est vous les acteurs
vous assistez vous-même au truc. Vous êtes à la fois acteur et spectateur de votre propre théâtre que vous avez créé, puisque vous l'avez créé en quelque sorte en faisant ces terrains. Alors, ce qui est intéressant dans vos 4 cas, sauf peut-être celui de Fabienne, c'est qu'on n'est pas, puisque j'évoquais ces ouvrages qui ont été faits il y a quelques années, même le premier était il y a 25 ans, il se trouve que j'avais participé à ces ouvrages. L'un s'appelait Anthropologue en danger, l'autre s'appelait Terrain sans sensible, vous connaissez ces textes. L'un était de 97, l'autre était de 2006. Ce qui est intéressant entre les deux, c'est que le premier Anthropologue en danger, j'ai vérifié ça, il n'y avait que des hommes, d'anthropologues en danger. Dans Terrain sensible, les 3 directrices du livre sont des jeunes femmes, doctorantes. Florence Bouillon, Marion Frésia et Virginie Talliot. Donc c'est intéressant aussi par rapport à l'histoire de cette discipline où on a là un changement qui s'opère et qui porte en effet, dans les 2 cas, mais particulièrement sur celui dirigé par ces 3 jeunes femmes, dont 2 d'entre elles, à ma connaissance, sont chercheuses maintenant, eh bien, on portait sur des terrains difficiles, mais qui étaient comme tels. C'était les nouveaux terrains de cette époque, qui étaient, au fond, la prise en compte de la souffrance sociale, tout ce qui était lié au sida, tout ce qui était lié aux populations mises à l'écart, marginalisées, etc. Donc, véritablement, l'anthropologie, c'était des terrains proches. On n'était pas dans des terrains lointains. Souvent, c'était des terrains qui se faisaient en France, etc. Il y a eu un tournant là qui s'est opéré à ce moment-là et qui a fait qu'en effet, les terrains étaient vraiment des mises à l'épreuve que ne connaissaient pas, en quelque sorte, les générations précédentes. Apparemment pas, en tout cas. Et donc, et puis il y avait, Anthropologue en danger, le sujet était plutôt celui-là, c'était le fait que des chercheurs, là c'était plutôt des hommes, avaient travaillé auprès de populations dites autochtones, et donc souvent amérindiennes, etc., qui réclamaient des droits et des réparations. Et du coup, l'ethnologue était, pour le coup, contrôlé par les leaders locaux et devait devenir plus ou moins un avocat de ces populations. Donc, il y avait des obligations nouvelles de l'ethnologue qui étaient posées là et qui donc a constitué aussi un tournant de la discipline. Alors, dans le cas, par exemple, de Marion Frésia, je me souviens, elle avait raconté cette histoire, et elle le décrit dans le texte, mais elle avait travaillé sur un squat dans le sud de la France, et bon, elle avait fait un exposé à la fac sur son travail, un peu comme là. Et puis, il y avait un des membres du squat qui avait assisté à cet exposé et qui était mécontent de ce qu'elle avait dit. Et du coup, son terrain s'est fermé. On a commencé à parler à l'époque de la fermeture des terrains. C'est-à-dire que des terrains qui ne pouvaient pas se faire, qui ne pouvaient plus se faire. Voilà. Donc, et son cas-là était tout à fait exemplaire. Et là, c'est pareil, donc un enquêté qui va vérifier ce qu'elle dit. Et donc on est là dans ce que vous avez vous-même un peu évoqué dans vos différents textes. Alors moi, j'avais proposé, parce que j'étais intervenu dans ces 2 ouvrages, j'avais proposé la notion d'inconfort ethnographique. Et donc, était donc advenu le temps de l'inconfort ethnographique. Mais en même temps, ça voulait dire que précédemment, on était dans du confort ethnographique. Et donc, alors, est-ce que c'était vrai qu'il y avait du confort ethnographique avant? Toute la question est là. Je le présupposais en parlant d'un confort ethnographique. Alors, le confort ethnographique était en partie vrai, mais d'une certaine façon, c'était, comment dirais-je, comme si on faisait abstraction des conditions pratiques dans lesquelles le terrain se faisait. C'était parce que, précisément,
on ne faisait pas il n'y avait pas ces exercices de réflexivité qui se faisaient, qu'on pensait les choses en ces termes. Ça ne se disait pas, le confort ethnographique, mais malgré tout, les terrains se faisaient sans que les difficultés du terrain soient explicitées. N'est-ce pas? Donc, c'était ça. Et surtout pas. D'une certaine façon, il y avait presque à l'époque une sorte d'interdit sur la question, et donc la mise entre parenthèses de l'enquêteur que l'ethnologue était. Il fallait qu'il ne parle que de ce pourquoi il avait fait sa thèse ou il faisait des articles ou un ouvrage, c'est-à-dire l'objet d'étude, comme il était dit. Et donc, du coup, il n'était pas de bon ton de parler de ces difficultés, en quelque sorte, alors même qu'elles existaient quand même. Voilà, qu'elles existaient malgré tout. Je dois dire que, je ne vais pas le faire maintenant, mais mes débuts de terrain ont connu des difficultés. Je dirais, peut-être pas semblables aux vôtres, mais quand même, si je me resitue à l'époque, j'en ai eu. Voilà, mais je ne les ai pas explicités parce que ça ne m'apparaissait pas important. Donc, alors, j'en profite pour citer, si vous me permettez, je suis un peu pédant en faisant ça, mais il y a quelques années, Johannes Fabienne a écrit un bouquin sur la question de accusant les ethnologues, les anthropologues, en quelque sorte, lui qu'il était, en quelque sorte, de ne pas être contemporains par rapport à leur terrain, c'est-à-dire précisément de faire comme si, au fond, leur terrain n'était qu'un objet, en quelque sorte, sur lequel il fallait appliquer des méthodologies et pas prendre en compte la situation réelle dans laquelle l'ethnologue était. Donc il disait l'ethnologie a fonctionné sur un défaut d'allochronie. C'était ça, dans le temps et les autres, Johannes Fabienne. Mais moi-même, j'avais fait la critique de Johannes Fabienne parce que je trouvais que Johannes Fabienne n'avait pas lu Gérard Altab. Gérard Altab, qui sans doute, qui était plus âgé que moi, qui était sans doute celui qui avait très clairement posé la question de l'enquête ethnographique et qui, en gros, il avait formulé dans des termes d'une clarté très grande, en disant qu'on ne pouvait pas séparer le savoir et l'expérience, qu'on ne pouvait pas que le terrain se mêlait de votre propre travail et que, au contraire, le fait qu'il s'en mêle participait du processus de connaissance. Un peu ce que vous avez fait, vous, là. Donc à table, aussi bien en pression dans l'imaginaire ou dans les fleurs du Congo, avait très clairement énoncé ça. Et donc, alors je trouvais à l'époque que Johannes Fabienne charriait, il n'avait pas lu Gérard Altab, vous voyez, mais d'une certaine façon, il est bon, d'une façon générale, de relire Gérard Altab, parce qu'en effet, alors on était à l'époque de ce que je disais, c'est-à-dire l'époque du confort ethnographique, entre guillemets, mais lui, le confort ethnographique, il considérait qu'il n'y en avait pas, précisément pas, qu'on était forcément dans quelque chose qu'il fallait interroger. Et ce quelque chose, c'était une situation très particulière et qu'il fallait se nourrir de cette situation et pas du tout objectiver de manière, comment dirais-je, relativement abstraite la population, la communauté sur laquelle on travaillait. Donc, voilà ce que je vais dire, mais je vais, comment dirais-je, passer vite parce que alors, par rapport à ces ouvrages de terrain sensible ou d'anthropologue en danger, mis à part celui de Fabienne, qui s'est, je dirais, elle, ouvertement mise en danger, presque, je dirais, par le fait de vouloir travailler, si tu veux, sur une population, sur un monde conservateur et salafiste, parce que c'est de ça dont il s'agit, il y avait là un risque. Il y avait là un risque. Évidemment, il n'y a pas si... On t'avait mis en garde. Mais bien sûr,
tu avais… Voilà. Il y avait évidemment un risque et le fait que tu sois passé par un ami, etc., que tu expliques très très bien, tu as cru que ça allait fonctionner en quelque sorte et ça a presque été pire que si tu avais fait autrement, si tu veux. Hein, voilà. Donc voilà, c'est le paradoxe de ta situation. Et donc, oui, toi, tu rentres un peu dans cette catégorie en quelque sorte. Hein. Et comme d'autres, on était dans un jury thèse il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui a travaillé sur des milieux salafistes. En effet, ce n'est pas facile de travailler dans ces milieux-là. Bon. Par contre, les 3 autres terrains, Delphine, vous et celui de Daouda, sont des terrains a priori, je dirais, classiques. C'est-à-dire que, bon, d'un côté, vous faites une monographie, vous travaillez sur une population peu connue hein, du sud-ouest du Burkina, les Jahana. Certes, vous avez un angle d'attaque sur les élections locales, etc., originales, etc., mais il n'empêche que vous faites un travail de monographie, vous étudiez les systèmes de parenté, le pouvoir, la vie économique. Bref, on a là quelque chose, oh tiens, c'est comme ça, voilà, vous faites un travail ancien un peu, voilà, donc vintage. Et puis, et vous, de certaine façon aussi, parce que les églises prophétiques, c'est étudié depuis longtemps. Donc, il y a là, il y a des études qui ont été faites par, vous avez cité Martial Sinda, mais il y en a bien d'autres, etc. Donc, ça a été tellement passionnant comme objet d'étude que ça commence très tôt. Les missionnaires s'y intéressent, tout ça. Bon, bref. Donc, il y a une épaisseur, si vous voulez, anthropologique sur ces sujets-là qui fait que c'est un objet classique, mais qui en même temps est relancé en permanence par le fait qu'il y en a de nouvelles, etc., sans compter les mouvements pentecôtistes qui, en effet, concurrencent très sérieusement les vieilles églises prophétiques, etc. Bref. Donc, et puis notre ami Daouda, il travaille aussi sur un objet sur les migrations africaines. Il y a déjà eu des sujets dès les années 50 hein, sur les migrations inter-africaines, dans les années 70 aussi, etc. Donc, on a là quelque chose qui, au fond, on se dit, bon, voilà, alors, il y aura sans doute des problèmes, si vous voulez, comme il y en a vu avant. Mais en effet, il semble bien que vous ayez connu là des expériences particulières. Hein. Donc, alors, bien sûr, je ne vais pas revenir sur ce que vous avez expliqué très bien et l'un et l'autre, mais c'est la question de la sorcellerie, en quelque sorte, qui est ressortie très fortement dans vos 2 cas, alors, bien sûr, dans le cas de Delphine, là, on a affaire à un village, une communauté, à une famille, et donc, on voit bien que moi, je ne sais pas, je n'ai pas connu ça sous cette forme-là, hein, parce que la sorcellerie, j'ai même travaillé dessus, mais je ne l'ai pas vécu directement, alors que vous la vivez en direct, véritablement. Et donc, on a là un monde devenu un peu paranoïaque. Si vous n'avez pas écrit ça, mais moi, je m'autorise à le dire, puisqu'en effet, il y a une crise d'altérité hein, très forte dans ce monde-là que vous décrivez, une crise d'altérité par rapport à l'autre, quel qu'il soit. Hein. Et bien sûr, vous, d'autant plus, parce que vous êtes une femme, etc., une jeune femme, mais il y a une crise d'altérité. Il y a un rapport à soi-même, je dirais, problématique de ce fait. Hein. On voit bien que là, ce monde est travaillé en interne par des problèmes. Bon. Et puis, du côté de l'Église, enfin, là, on voit bien que c'est un monde, alors même qui, en effet, qui lutte contre la sorcellerie, elle est travaillée en dedans par elle. Et donc, moi, j'ai connu ça. Hein, je veux dire, dans la plupart de ces églises sont travaillées, en effet, par ça en interne. Mais là, moi, quand j'ai travaillé là-dessus, ça ne m'a pas touché directement, alors que vous, en effet, ça vous touche directement, d'autant plus que vous travaillez auprès de ceux, les insoumis, etc., auxquels vous êtes assimilés. Donc, alors, ça pose donc, d'une façon plus générale, donc la question de la sorcellerie, et qui est une question qui aujourd'hui fait
il y a beaucoup de travaux sur la sorcellerie aujourd'hui en Afrique, qui a toujours été, mais qui est devenu un sujet d'une modernité très grande, et donc et qui, comment dirais-je, traverse au fond, est alimenté par plein de choses, les inégalités, les tensions au sein des familles entre les jeunes et les vieux, etc. On a là il y a une problématique sorcellaire qui est en effet très très intéressante et qui aujourd'hui se mêle à des rumeurs urbaines, à des théories du complot, etc. Donc, on a là une épaisseur forte dans laquelle je veux dire, les chercheurs sont confrontés à ça. Ce qu'il y a 20-30 ans, nous n'étions pas. Je ne crois pas. Donc, il y a une historicité de la sorcellerie, je crois. Donc, voilà, on n'est pas dans une éternelle chose. Voilà. Donc, et je parlerai pour finir du texte d'Aouda, qui n'est pas là, qui n'a pas exposé, mais qui est un travail intéressant, qui est celui d'un historien, mais qui fait du terrain. Alors lui, il va au Mali, en Côte d'Ivoire, et c'était un jeune chercheur à l'époque, parce qu'il relate une expérience d'il y a plus de 20 ans. Donc voilà, vous, c'est plus près, c'est plus jeune, alors que lui, ça remonte à 25 ans. Et donc, alors, il est ce qu'il est, il est français d'abord, et il a des origines maliennes, et il a connu une expérience brève au Mali, je crois. Et puis, il se retrouve en Côte d'Ivoire, où là, il va se retrouver dans une situation où il est quand même reconnu, mais mal identifié comme un djoula, en pleine crise que je connais bien dans les années 90. Et donc, où là, au fond, là, il vit dans son corps la xénophobie, en quelque sorte. Il le vit complètement, alors même qu'il n'était pas préparé à ça. Au contraire, il pensait qu'en tant que, avec son nom, et il a même vécu le nom comme un problème, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, j'entends, puisque le nom, en effet, le patronyme était un problème pendant toute une période, dès lors qu'on était du Nord, comme on disait, un djoula, comme on disait, on pouvait être embêté par les forces de l'ordre, etc., etc. Bref, donc il relate ça, et en effet, pour le coup, il n'était pas préparé du tout à cela, et là c'est pareil, donc il fait du terrain, enfin du terrain, oui, comme historien, mais il est obligé de faire du terrain, dans une situation nouvelle, en quelque sorte. 10 ans plus tôt, il n'aurait pas eu ce problème en Côte d'Ivoire. C'est ça aussi. Donc, véritablement, peut-être qu'au Mali, il aurait eu aussi des quelques... D'ailleurs, les problèmes ont été moins grands au Mali qu'ils n'ont été en Côte d'Ivoire. Donc, c'est bien, il est tombé dans une situation très particulière, et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est l'analyse d'une situation. Donc, et l'enquête ethnographique, c'est ça. C'est d'être traversé par l'histoire, et donc et l'ethnographe a tout intérêt, ou l'ethnologue doit prendre en compte évidemment les contextes, les situations dans lesquelles il est, ce que d'une certaine façon vos ouvrages font. Voilà, donc je vais terminer là-dessus. Écoutez, j'aurais eu d'autres choses à dire, parce que comment dirais-je, il y a des choses qui m'ont presque donné envie de parler d'expérience personnelle, puisque c'était le moment, en quelque sorte, puisque je ne l'ai pas fait, ou très peu, ou d'expérience des autres, de certains de mes amis, qui ont connu des expériences terribles, en quelque sorte. L'un d'eux, qui est maintenant mort, et depuis longtemps d'ailleurs, Gibal, Jean-Marie, peu connu pour beaucoup de gens, mais qui était une figure de l'africanisme d'une certaine époque, qui était un des rares à vouloir mettre sa personne dans le terrain, pas, à l'époque. C'est-à-dire que lui, il voulait parler de lui aussi. Jean-Marie, à l'époque, autour de lui, ça va, Jean-Marie, tes trucs. Voilà, donc la sensibilité, pour le coup, de Jean-Marie Gibal était telle qu'il ne pouvait pas ne pas. Et puis, je peux vous dire que quand il a eu un cancer du cerveau, il a tout de suite envoyé un bœuf au Mali auprès du chef de culte de possession
auprès duquel il avait travaillé, pensant qu'il avait fait une connerie. Vous voyez, voilà, donc il l'a fait. Il a envoyé de l'argent. Et puis l'histoire de Jean-Marie Gibal empapaouté parce qu'il n'a pas bien fait les choses, eh bien, se raconte à Bamako. Gibal, il y a un blanc qui a, et celui qui a récolté ça, c'est un autre, un ethnologue en quelque sorte, qui dans les bars à Bamako ont raconté l'histoire de Gibal. Pas. Donc Gibal était devenu une rumeur en quelque sorte, un personnage. Bon, voilà. Hein. Gibal était mon ami. Voilà, donc, voilà. Donc voilà, je terminerai là-dessus. Merci. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions dans la salle. Alors, il faut prendre le micro. Je suis désolée. Il y en a une un peu évidente qui est le rapport à la politique, en fait, parce qu'il est très, très différent dans les différents… Bon, Fred l'a évoqué, ça serait marrant d'ailleurs de faire le travail en regardant ce qui se passe en Éthiopie, parce que justement, la base marxiste-léniniste de l'Éthiopie est fondamentale pour la compréhension même de ce qui se passe aujourd'hui. Mais vous avez… Il y a la figure de la maison qui est très présente, et me semble être l'exact opposé de ce que nous, on comprend comme étant de la politique, qui est quelque chose qui est très extérieur à ce qui se passe dans l'intime, dans ce qui peut être enfermé, dans ce qui peut être restreint, et qui est le domaine justement du père dominateur Ablida, des gens autour de la cour qui se liguent pour vous contrôler, etc. Enfin, ou des patriarches qui font tout ce qu'il faut pour qu'on ne fasse pas, voilà, qu'on fasse rien comme il faut. Et je me demandais si justement il n'y a pas une image comme ça un peu d'opposition entre l'intime et le politique. Voilà. Non, vas-y, ouais. On va ramasser. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant. Moi, alors, Jean-Pierre en a un petit peu parlé, et en plus Fred m'a tendu une perche, donc j'y vais. Effectivement, sur le statut qui est le vôtre, alors c'est vrai que donc pour Delphine et Fabienne, là, vous vous positionnez donc comme femme, et le contrôle social serait exercé en partie pour cela. Mais c'est vrai qu'en fait, finalement, vous êtes aussi renvoyé en fait, à un statut de cadet au sens large, c'est-à-dire au sens bayardien du cadet, où les femmes sont aussi des cadets chez lui. Et en fait, c'est vrai que ça m'intrigue aussi sur le fait, est-ce que finalement, ces temps… alors, même si dans ton cas, Delphine, il y a toute la question de la sexualisation qui va avec, mais est-ce que finalement, cette situation, j'aimerais bien avoir une réponse de votre deux parts, parce que toi, Fred, t'en parles plus directement, est-ce qu'elle est palliée en fait, vraiment au fait qu'on vous renvoie à un statut de cadet social plus qu'à un cadet de femme, au final, mais voilà. Bon. Plus qu'à un statut de femme, pardon. Et j'avais juste un deuxième tout petit truc, c'était où ? Je le trouve plus, c'est pas grave. Vas-y. Bonsoir. Ça donne très envie de le lire. Vraiment. Ah oui. Ça avait l'air d'une galère. Bon, on a souvent l'habitude de poser des questions sur ce qu'il n'y a pas, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses, et je me demandais si vous aviez cherché une expérience de femme locale. Ouais. J'ai retrouvé la question. Oui, juste c'est une deuxième question, mais qui est un peu liée aussi. C'est en fait un truc que vous n'avez pas dit ni les unes ni les autres, enfin, voilà, aucun d'entre vous. En fait, c'est concrètement, en fait, quelque part, c'est comment est-ce que vous êtes mis dans cette situation-là. En fait, comment est-ce que vous avez choisi votre porte d'entrée de terrain qui vous a mis dans une situation aussi compliquée. Et c'est un truc que je me pose, que souvent quand on rentre sur le terrain, en tout cas on cherche un petit peu par où on peut aller pour trouver une entrée qui soit la moins contraignante possible justement. Et là finalement, je ne sais pas comment Delphine ou Fred ou même Fabienne, vous avez eu votre entrée, mais voilà, ça m'interroge d'un point de vue méthodologique d'entrée, de comment est-ce que vous vous retrouvez là-dedans finalement, quoi.
Je suis rapide. Est-ce que l'intime est politique? Il est profondément politique, hein, et qui n'est pas non plus complètement déconnecté de dynamiques qu'on peut observer à l'échelle de l'État. Et je le dis d'autant plus que j'ai travaillé sur et avec des élus locaux. Et c'est aussi en travaillant sur les élus locaux que j'ai découvert tout un système de violence et de résistance entre les hommes et les femmes. Donc même à l'échelle de l'intime et à l'échelle de la maison, il n'y a pas d'antagonisme. Si on considère ce qui se passe au niveau de l'État, dans le sens où même dans l'intimité la plus ordinaire, on peut aussi retrouver des dynamiques beaucoup plus générales qu'on retrouverait au sein des institutions. Et je ne sais pas, est-ce qu'on se répartit les questions ou... Moi, je veux bien rajouter juste une petite chose. En fait, je vais à peu près dans le même sens. Moi, au contraire d'opposition, je vois le politique à l'intérieur de la famille, dans l'intime, pour le coup. Et là, en Algérie, complètement, où le code de la famille, qui est donc quelque chose d'étatique et qui met la femme sous tutelle, et tout. Bon, ça, j'en parle dans mes papiers, j'en parle un petit peu aussi dans l'ouvrage, justement en essayant d'expliquer le contexte d'un État qui, à l'indépendance, s'est mis un petit peu, avec le FLN qui avait plusieurs courants contradictoires, et puis finalement, c'est les tenants d'une Algérie arabo-musulmane qui ont pris le dessus, et avec voilà, la course avec les islamistes. Tout ça, ça rentre complètement, je pense, dans ce qui se passe aujourd'hui dans cette société semi-urbaine où le patriarcat est complètement réinventé, etc. Enfin, je veux dire, donc je pense qu'au contraire, c'est le politique qui est vraiment dans la famille pour le coup. Merci. Je répondrai à la question de Léo à propos de l'entrée sur le terrain, voilà, sachant que nous avons tous effectivement des terrains difficiles. Moi, c'est André-Marie qui m'avait conseillé cette église prophétique sur laquelle il n'y avait jamais eu de thèse, effectivement. Avant moi, il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu Et d'ailleurs, le jour où il me l'avait dit, il me l'avait conseillé, il m'a dit, et vous allez voir, il y a eu pendant la période marxiste-léniniste, au début des années 80, à la fin des années 70, cette confession religieuse uniquement avait été reconnue par l'État, parmi lesquelles l'église de Zéphirin. Donc, allez-y. Et puis, sur le terrain, effectivement, les choses ont été très, très difficiles, mais je n'ai évoqué que les difficultés, mais il y a de vraies joies. J'évoquerai Catherine Faudemet qui m'a précédé sur ce terrain. Catherine, elle avait fait une maîtrise sous la direction de Georges Ballandier. Voilà. Et puis, elle n'a pas pu continuer parce qu'elle se voyait plutôt faire autre chose. Et malheureusement, elle est décédée en 2014. J'avais eu l'occasion de la voir au téléphone quand je rentrais pour la première fois du terrain. Et je l'avais eu longuement. Elle avait de... Ah, d'accord, j'en parle aussi, effectivement. Voilà, merci, vous pourriez le lire, du coup. et donc, j'évoquais, moi, ce que je n'ai pas pu dire dans le livre, c'est que une des manières pour moi d'être légitimé, c'était d'évoquer la figure de Catherine. Alors, donc, oui, tu vas, tu reviens, mais c'est quoi ton travail? Qu'est-ce que tu cherches? Je dis, mais je fais comme Catherine. Ah, ma Cathy, ah oui, d'accord. Parce que Catherine faisait la même chose, elle est restée longtemps à Pointe-Noire, où elle a vécu, elle a eu son bac à Pointe-Noire. Elle est venue dans la métropole, elle est française, Catherine. Elle était avec ses parents expatriés à Brazzaville, elle est venue à Paris pour ses études universitaires, à Pointe-Noire plutôt. Voilà. Et ce que j'allais dire d'autre, en plus de Catherine, c'est que j'ai un très proche ami qui m'a tout de suite présenté chez le chef de l'église par intérim, et qui était son oncle, donc en fait le frère de sa tante maternelle, et qui avait été son tuteur quand il était adolescent. Et donc j'ai été plus ou moins adopté par ce papa qui me prend encore aujourd'hui pour un fils. Et ça joue aussi. Voilà, donc c'est lui qui m'a aidé à faire ce papa Jean-Baptiste, papa Élie, qui reste pour moi un grand soutien, hier comme aujourd'hui, et on est resté en lien. Voilà. Donc, malgré les difficultés du terrain, j'ai de très bons rapports avec la plupart de mes interlocuteurs, tout comme avec le chef de l'Église, le fils du prophète.
et que j'ai eu au téléphone assez souvent pour lui dire, mais il y a un article qui est paru, je vous mets au courant, bien sûr, avant qu'il le découvre sur Internet. Il parcourt et peu après, il revient vers moi, il me dit, mais vous savez ce que vous avez dit là-dedans, ça va donner encore plus de possibilités aux insoumis de transgresser encore. C'est comme si vous légitimez leurs actions. Donc, le retour d'information n'est pas très aisé. Voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Je sais pas, sur les femmes, comme tu veux. Sur les expériences de femmes locales, sur les cadets. J'étais à la fois cadette et j'étais femme, en fait. Mais les deux choses ne sont pas forcément contraires, dans le sens où j'ai été saisie en tant que femme à travers des filtres d'amour et des tentatives diverses et variées. Et en même temps, j'étais aussi cadette, et cadette aussi du point de vue d'autres femmes qui se posaient comme mes aînées, et quand bien même on avait le même âge, mais le fait que je découvrais les terrains, en dépit des allers-retours, faisait que j'étais malgré tout une cadette. Et encore aujourd'hui, je reste toujours une cadette. Et pour rejoindre aussi ce que disait Fred, j'ai dépeint aussi mon terrain au travers d'incidents. Il a aussi connu certaines joies. Et oui, non, voilà. Et je suis aussi toujours en contact avec mes interlocuteurs au téléphone. Et voilà. Donc oui, il y a aussi de profondes amitiés et des liens assez forts qui se sont créés. Ils attendent que je revienne d'ailleurs pour pouvoir me renfermer. Non, ils ont compris que pour me marier, voilà. Non, mais c'est vrai. Non, par contre, si, il y a la semaine dernière encore, j'avais le fils de la famille qui me demande à chaque fois, Delphine, est-ce que tu es mariée? Toujours pas. Et donc du coup, ça devient un peu dangereux pour moi parce qu'un peu comme toi, je deviens progressivement assimilée à la figure de la prostituée, qui est la femme qui en langue viance, on l'appelle la femme vache. C'est celle qui déambule un peu comme moi entre mes terrains, entre la France, etc. Et qu'on n'arrive pas à saisir et à fixer dans un endroit. Donc ça commence à devenir un peu dangereux. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé. En fait, comme je l'ai dit, hein, l'ouvrage il s'est monté, ça a été une histoire de rencontre et ça a été fait comme ça. Et on n'a pas pensé à une femme locale, mais c'est à prolonger du coup, la suite. Oui, moi je vais un peu dans le même sens. Il n'y a pas d'antagonisme entre être femme et cadet social, puisque l'un va forcément avec l'autre dans le contexte où j'étais. Et du coup, je prolonge un peu ce que tu disais, Jean-Pierre. C'est vrai que moi, je pensais le fait d'arriver avec un statut. Bon, moi, j'ai un statut de chercheuse, donc je pensais que ça avait quand même un poids. Bon, en fait, ils en avaient strictement rien à faire. Et ensuite, le fait que je sois mère de famille, etc., et qu'ils le savaient, je pensais aussi que ça allait me donner une certaine légitimité, un certain statut. Et bon, rien du tout. Là, j'ai été complètement infantilisée, exactement comme toi. Vraiment. Oui, parce qu'en plus, moi, j'avais les enfants de la famille qui m'infantilisent et qui me traitaient comme... Donc, moi, je n'ai pas gardé de relation avec eux et je ne les reverrai pas et ils ne m'attendent pas. La preuve, c'est pire. Et j'y retournerai pas. Dans la réflexivité, dans le discours sur la réflexivité, c'est quand même beaucoup en construction généralement avec le savoir, la construction d'un savoir, etc. Et en fait, vous avez tous dit à un moment que ça vous a été utile pour comprendre vos terrains, les dynamiques sociales, politiques, etc. Et est-ce que ce récit que vous faites aujourd'hui, par écrit, etc., poursuit aussi ce travail, disons, sur la construction d'un savoir? Et dans ce cas-là, c'est quoi comme type de savoir? Oui, alors en fait, cet ouvrage, on l'a pris un petit peu comme quelque chose qu'on fait à côté
pour le plaisir. Alors pour le coup, on raconte des histoires difficiles, mais je crois moi, ça m'a énormément plu de le faire. On a bien travaillé tous les quatre. C'était un super moment. Et donc moi, j'en suis super contente de cet ouvrage. Et c'est un peu à côté, on s'est permis, et en plus, voilà, comme c'est une histoire de rencontre, c'est aux éditions Paris, on n'a pas cherché justement, c'était vraiment sortir de nos recherches habituelles. Alors après, dans les travaux qu'on publie par ailleurs, qui sont plus une production de savoir à partir de nos terrains, évidemment, on se sert de notre réflexivité, mais là, c'est vraiment un moment à part, un petit peu cet ouvrage. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Je ne sais pas si c'est répondu. Ce que je peux ajouter en ce qui me concerne, c'est que j'ai fait l'expérience de la difficulté, comme mes collègues aussi d'ailleurs, comme quelque chose de positif aussi finalement. Donc, ce que j'ai constaté, c'est que plus le terrain est difficile, plus il est fertile. Et je donnerai quelques exemples. Là où était l'ethnologue, là était l'Église, la tendance légitime. Donc, quand j'arrivais, on me disait, j'étais comme un trophée. Il n'est pas chez les autres, il est chez nous. Et c'est la Sorbonne qui l'a envoyé. C'est pas Marie Ngouabi, c'est pas l'université Marie Ngouabi de Brazzaville ici. Il vient de la Sorbonne. Et il n'est pas allé chez les autres, il est chez nous. Et ce qu'il va écrire dans son livre, c'est ce qui sortira de ce que nous pensons, contrairement à toutes ces personnes qui revendiquent elles aussi d'être des enfants du prophète. Mais nous sommes la véritable Église, parce que l'ethnologue est avec nous. Et donc, j'ai joué sans le savoir ou sans le vouloir sur les antagonismes, au point que les difficultés m'ont aidé à continuer, à poursuivre ma recherche, d'une part, et d'autre part, j'ai dû revoir aussi ma méthodologie de recherche en mobilisant le côté musical aussi, l'ethnomusicologie. Donc, les jeunes que je n'étais pas autorisé à aller voir parce que c'était des jeunes subversifs, l'autorisation m'avait été accordée parce que je disais que j'allais pour transcrire, disons enregistrer, transcrire musicalement des cantiques. Puisqu'après, je leur donnais des partitions et ça, en même temps, je participais à de véritables actions politiques. Peut-être qu'on peut... Allez-y, Hélène. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, très bien. Bonsoir à tous et merci pour vos présentations. J'avais quelques courtes questions. La première, c'est que vous avez parlé du rapport de genre et je me demandais si, en ce qui concerne les deux articles qui concernent des chercheurs masculins, la question du genre s'est posée, étant donné que sinon vous n'avez abordé la question du genre que pour les deux femmes. Je me demandais aussi si vous avez opposé des chercheurs locaux et des questions de genre. Est-ce que la question, notamment pour Fabienne et Delphine, du fait d'être une chercheuse occidentale, est apparue parce qu'en fait, les représentations raciales locales se combinent bien avec les questions de classe, les questions du religieux, les questions de la sexualité. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que vous abordez ou pas? Et enfin, je me demandais pour tous si le fait de venir d'une université française, vous venez un petit peu de parler des ambivalences. Est-ce que ça révélait aussi dans le rapport au terrain le rapport que ces sociétés locales ont avec l'Occident et les ambivalences éventuelles sur lesquelles vous pouvez jouer et si par rapport aux méthodologies d'enquête, on peut imaginer peut-être d'autres formes évolutives d'enquête, repenser peut-être des épistémologies en fonction de l'évolution des terrains ou pas du tout. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Hélène. Je vois qu'on est écouté à Dakar. C'est super. Je ne sais pas par quoi commencer. Peut-être après, Fred, je vais te laisser répondre. Je réponds pour Daouda, du coup, puisqu'il n'est pas là. Effectivement, lui, il avait remarqué que c'était surtout au Mali, si je me souviens bien. C'était que des hommes qui lui parlaient et les femmes, il n'arrivait pas à faire des entretiens avec les femmes. Et du coup, il avait mené une réflexion là-dessus sur, voilà, est-ce qu'il y avait un biais du fait que lui, il était un homme. Voilà, et puis moi, je sais que j'en ai discuté avec lui de ça, donc il me semble qu'il l'aborde un tout petit peu. Après, je me souviens plus. Je déborde entre les discussions qu'on a eues à côté et ce qu'il a écrit, peut-être. Je ne sais plus. Mais en tout cas, je sais qu'on en a parlé ensemble, Daouda et moi, de ces questions de genre. Il s'est posé la question sur son terrain. Ce que je peux dire par rapport à, effectivement, j'ai pas eu beaucoup je n'en ai pas beaucoup parlé, mais j'ai évoqué cette question assez rapidement en parlant des contraintes ou des disciplines corporelles imposées aux femmes du fait de leur menstruation qui leur interdit l'accès au temple et qui leur interdit aussi de toucher à leur propre soutane. Voilà, donc toutes ces contraintes corporelles, toutes ces disciplines corporelles qu'elles subissent et qu'elles intériorisent aussi, sans oublier bien sûr la tenue vestimentaire, ce qui crée aussi des tensions parce qu'une jeune fille s'est fait chasser de la paroisse parce que, sous le prétexte que son pagne, qu'elle avait enlevé son pagne et qu'elle était en pantalon alors qu'elle n'est pas censée porter un pantalon dans ce... Voilà. Donc, toutes ces contraintes-là, effectivement, suscitent des tensions. Il y a une réelle volonté d'émancipation des femmes qui n'est pas forcément verbalisée, mais le terrain permet de comprendre des mécanismes ou plutôt des procédures comme la manière dont un groupe de femmes s'est constitué dans plusieurs paroisses depuis les années 80 en chorale des mères. Donc, on voit ici ce que j'appelle une maternité statutaire parce que ces mamans-là, donc ces chorales des mamans, elles ne sont pas toutes mères. Parmi elles, il y a, je pense bien à Uriel, à l'époque, elle était adolescente, elle pouvait avoir 12 ou 13 ans, elle venait à la chorale avec sa maman et pourtant, elle est considérée comme maman elle aussi. Voilà, donc pour dire comment la féminité qui est plutôt stratifiée donne place à la maternité que revendiquent des personnes, donc des femmes en l'occurrence, qui se trouvent un espace d'autonomie, déjà d'autonomisation au travers de cette invention de la chorale. Donc, comment la musique aussi peut permettre finalement à des personnes de s'émanciper d'une situation pas toujours confortable, au-delà des discours, bien sûr. Sur le fait d'être une femme occidentale sur mon terrain, en fait, ça renvoie, on l'aborde en conclusion du livre. On a toute une partie où chacun d'entre nous parlons du fait soit d'être occidentale ou de résider en France, en Europe. Dans mon cas, ça m'a surtout conduit à penser l'histoire des relations entre la France et le Burkina Faso, et des relations qui sont particulières. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais eu de véritable antagonisme entre les deux, à l'exception à l'occasion d'un régime marxiste révolutionnaire qui est le régime sankariste, où là, l'opposition aux anciennes puissances coloniales était officielle et explicitement dit. Et on le voit encore un petit peu aujourd'hui au travers du conflit dans le Sahel, mais globalement, dans les villages où j'étais, le fait d'être occidental était plutôt une plus-value, je dois le dire, et m'a d'autant plus construit comme un objet à la fois économique et sexuel à acquérir. Pourquoi ? Parce que j'éveillais aussi un espoir de migration, dans le sens où avant moi, alors des ethnologues avaient travaillé en Pays Lobi, qui est juste à côté des villages où j'étais. En revanche, les seules femmes occidentales qui ont travaillé dans les villages où j'étais étaient des volontaires de la paix, des femmes américaines, et qui toutes, les unes après les autres, sont mariées
avec un instituteur, un infirmier, un joueur de djembé. Et donc, du coup, chacune de ces personnes-là ont pu migrer. Et donc, du coup, voilà, je réactivais un peu cet imaginaire d'espoir de la migration que malheureusement, je n'ai pas assouvi pour ma part. Mais globalement, mon occidentalité était plutôt quelque chose qui était là-bas socialement valorisé. Est-ce que j'en ai joué? Oui, mais en dehors de mon terrain. Par exemple, les ruraux sont très maltraités en ville, en particulier dans les institutions sanitaires. Et donc, du coup, j'ai joué de mon occidentalité pour aider des ruraux qui étaient à l'hôpital et que je venais visiter à l'hôpital en ville pour qu'ils soient mieux traités par les infirmiers et les médecins. Mais voilà. Oui, effectivement, là, je suis en train de revoir dans la conclusion. On a fait vraiment toute une partie de la conclusion sur chacun et le fait qu'on était des Occidentaux ou alors des chercheurs d'origine locale, mais qui vivent en France ou qui sont même français. Voilà, donc on parle des difficultés ou pas que ça a engendré. Bon, moi, je réponds très vite hein, parce que moi, c'est pas en tant que chercheuse occidentale puisque je n'étais plus considérée comme une chercheuse. Et le fait que je sois française m'est revenu en boomerang dès que les problèmes sont apparus. Je suis redevenue pour le coup l'occidentale avec tous les préjugés qui sont liés avec de la femme en plus occidentale. Tous les problèmes. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on termine. Et franchement, mille merci. C'était passionnant. Merci beaucoup. Ah bah écoute, c'était super. Je me suis régalée. J'ai plein de questions à vous poser, mais je n'ose pas. Merci à tous. Merci à ceux qui nous ont suivis de loin. Et donc, c'est enregistré. Je le mettrai, je vous enverrai de toute façon le lien dans quelques jours et l'enregistrement sera sur la chaîne YouTube du CEPED, car on a une chaîne YouTube, on est très moderne. Voilà. Ben, bonsoir à tous.